On est bon. Là, l'enregistrement, il est automatique. Donc. Non. Ah, je l'enlève que quand je parle. Je le remets. Donc, vous pouvez l'enlever. Ouais, vous pouvez le remettre quand les autres parlent. Ouais. Donc, test. Bonjour à tous. Test. Est-ce que vous entendez bien le micro? Est-ce que ceux qui sont loin sont avec nous? Vous pouvez hurler, mettre votre caméra, enlever votre chemise. On va essayer on peut aussi tester le fait que vous puissiez nous interrompre et poser une question pendant l'atelier, comme si vous étiez avec nous. Donc, si Kat Sayar, Dorothée Delto, vous pouvez essayer de prendre la parole après moi. Oui, bonjour, de Rouen. Bienvenue Rouen. Super, donc on peut commencer comme ça. Vous n'êtes pas très nombreux, donc on se dit qu'on ne va pas mettre une règle du jeu pour que vous puissiez prendre la parole. Donc essayez de nous interrompre. Et si c'est trop difficile, vous pouvez mettre dans le chat que vous avez envie de poser une question. Et Étienne, qui a la technique et qu'on remercie aujourd'hui, nous fera des grands signes. Super. Et bien donc on peut démarrer cet atelier sur la question des plateformes coopératives. Donc, bienvenue à tous. Moi, c'est Benoît Dehaas et je contribue à la compagnie des tiers-lieux sur la question justement des ressources, des outils et des ressources qu'on peut travailler avec les tiers-lieux. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser les forces, les efforts, d'investir ensemble et d'avoir le pouvoir sur nos outils, nos espaces, de reprendre la main. Et c'est aussi ce qu'on appelle les communs des tiers-lieux. Donc, c'est ces ressources-là qu'on peut gérer ensemble, qui appartiennent à ceux qui les gèrent et qui ne sont pas appropriables par un être maléfique qui un jour se réveille en disant « je veux faire le mal » et qui supprime cette ressource pour les autres. Donc, voilà, c'est sur quoi je travaille. Et donc, c'est pour ça que j'anime cet atelier-là sur les plateformes coopératives aujourd'hui. Et donc, je vais demander aux invités de se présenter brièvement et on présentera ensuite les outils sur lesquels vous travaillez. D'où vous venez, d'où vous parlez. Si vous avez des conflits d'intérêts, n'hésitez pas à les spécifier. Je finis là-dessus. Mes conflits d'intérêts, je n'ai pas d'action. Mais je suis convaincu que c'est les modèles contributifs et la répartition de la valeur qui permettent de s'occuper des ressources dont on va parler. Donc, je fais en sorte tout le temps d'influencer les gens pour qu'ils sortent de la binarité salariat-bénévolat. Et je pense qu'il ne faut pas dire bénévolat, il faut dire travail à titre gracieux. Voilà, donc ça, c'est mon conflit d'intérêt pour aujourd'hui. Bénévolat, c'est faire les choses avec une bonne volonté, voilà. Pas spécialement gratuitement. Du coup, Simon Sarrazin, moi je suis impliqué, je m'intéresse beaucoup à la question de l'économie basée sur les communs, plutôt que l'économie de marché ou l'économie publique, même si, bien sûr, je considère qu'il faut les trois. Mais du coup, dans cette économie des biens communs, je travaille en tant qu'entrepreneur dans une coopérative d'activité d'emploi où je suis entrepreneur salarié, donc au régime général. Je défends quand même le salariat, mais d'une certaine manière. Et puis, je suis contributeur à pas mal de divers projets dans l'idée de me réapproprier mon environnement social et économique. Donc, autant des tiers-lieux que la coopérative d'activité d'emploi, que des projets coopératifs comme ceux dont on va parler maintenant. Voilà. On se démasque. Bonjour, moi c'est Bérangère Battiot. Je commence par les conflits d'intérêts qui n'en sont pas. Non, mais parce que moi je suis arrivée là dans ce monde des coopératives par le secteur de l'énergie en fait. Moi je suis au conseil d'administration d'Enercop, la coopérative historique, donc Enercop nationale, qui a maintenant essaimé sur tout un tas de territoires. Donc on est 11 coopératives. Donc je siège dans ce conseil d'administration à titre gracieux mais très impliqué. J'ai aussi des parts chez Énergie Partagée et donc voilà, un secteur qu'il nous faut aussi reprendre en main. Et je suis depuis à peine quelques mois en charge du développement commercial et de la communication chez COP Circuit, qui est une SIC, une coopérative qui s'attache à développer les circuits courts. Bonjour à tous, Alexandre Bigot-Verdier. Mes conflits d'intérêts, ce sera par mes différentes casquettes qui parfois s'entrechoquent que je vais expliciter. Je suis arrivé sur le sujet des plateformes coopératives plutôt par le biais de l'économie collaborative à la base. J'ai monté une antenne d'une
une asso qui s'appelle WeShare quand j'étais au Canada. C'est là-bas que le Québec est une terre d'économie sociale et très vite les acteurs ont dit mais l'économie collaborative que tu nous vends, c'est juste du capitalisme extrêmement sauvage. Et regarde comment avec les coopératives on peut faire bien mieux. Et donc c'est là-bas que j'ai commencé à œuvrer au rapprochement des opportunités de l'économie collaborative, du numérique en général, et de l'économie sociale qui avait besoin de se réinventer. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé à la création du consortium, du Platform Cooperativism Consortium à New York, où en gros, pas mal de gens dans le monde entier se sont réveillés en même temps en se disant en fait, l'économie collaborative, c'est de la merde et il faut qu'on arrive à rapprocher le monde du libre et de l'open source, les anciens de l'économie sociale qui ont beaucoup à nous apprendre sur la gouvernance partagée et les statuts qui protègent les gens, et les opportunités du numérique. Et du coup, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me raccrochent encore aux plateformes coopératives. D'une part, je travaille avec la coop des communs, qui essaye de fédérer un petit peu les plateformes à un niveau français, donc les plateformes coopératives dans un projet qui s'appelle Plateforme en commun. On vient de sortir un rapport sur le sujet avec des recommandations pour que le sujet puisse mieux se développer. Je peux revenir sur les recommandations peut-être tout à l'heure. Et par ailleurs, avec la compagnie des tiers-lieux, dans laquelle je suis contributeur, j'essaye de faire le rapprochement entre les plateformes coopératives et les tiers-lieux, parce que je suis assez persuadé, je ne suis pas le seul, que les tiers-lieux sont des lieux assez uniques pour incarner géographiquement l'appropriation numérique coopérative par les usagers, par les gens. Donc pour moi, il y a un intérêt à ce que les tiers-lieux s'approprient ça et en fait diffusent ces pratiques numériques coopératives, même si eux-mêmes ne sont pas des tiers-lieux numériques. Voilà. Et finalement, qui s'appelle le Pop Café, qui va ouvrir à Lille bientôt, qui sera un tiers-lieu de médiation numérique où on va essayer de diffuser cette bonne parole-là aussi aux gens du quartier. Merci. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alexandre Segura. Dans la vie, je suis développeur web, je fais des sites internet. La configuration n'est pas optimum, mais c'est vrai qu'il faut parler le plus fort possible, particulièrement pour ceux qui sont derrière. Désolé. Je parlais plus fort, alors pas de problème. Et donc, en tant que développeur web, je suis le cofondateur et contributeur à une plateforme coopérative CoopCycle, ou CoopCycle si vous préférez en français. Donc, c'est quelque chose qui permet aux livreuses et aux livreurs qui travailleraient pour des plateformes, comme on dit, ubérisées, donc qui les dépossèdent un peu de leur de tout, quoi, qui décident de tout à leur place et qui surtout passent par le statut auto-entrepreneur qui est pas trop qui est pas trop, enfin, dans ce cadre-là, qui est pas trop choisi, quoi, comme au niveau de l'indépendance. Voilà, et ça permet de se réapproprier leur outil de travail, quoi, qui est le site internet, l'application, en créant une petite plateforme au niveau local qui leur appartient, et surtout, comme on parlait de plateforme coopérative, et surtout sous le format coopératif, quoi, c'est-à-dire tout le monde est impliqué dans les décisions, tout le monde a son mot à dire et tout le monde est le chef ou la chef, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet de se réapproprier son outil de travail, quoi. Voilà. Ok, super, merci à tous. Peut-être que, Étienne, est-ce que tu peux faire le cadreur vidéo et montrer la foule, voilà, c'est ça, en folie, pour quand même que… Là. Bravo les courageuses. Voilà, c'est possible de faire un événement en 2020 avec des gens. Merci à tous, félicitations. Bravo. Donc, merci pour vos rapides présentations. Avant de rentrer dans plus de la présentation de ce que sont ces plateformes-là, pour que tout le monde puisse bien voir de quoi il s'agit quand on parle de plateformes coopératives, je voulais faire un petit exercice de glossaire pour être sûr qu'on ne perde personne. Quels sont les mots qui ont été utilisés, sur lesquels il faut qu'on soit vigilant? Parce que moi, depuis le début de En compagnie de tiers-lieux, j'ai beaucoup entendu parler de commun et je ne suis pas sûr que grand monde soit en mesure de les définir. Donc, je pense qu'on va en reparler là. On n'a qu'à se dire que derrière commun, nous, ce qu'on entend, c'est des ressources gérées de manière communautaire
et finalement sur lesquels il y a une propriété collective et qui appartient plutôt à ceux qui utilisent la ressource et qui permet, avec des règles du jeu définies par cette communauté, de faire durer la ressource le plus longtemps possible et de la développer le plus longtemps possible tant qu'elle est utile pour le territoire ou pour cette communauté-là. Et que l'intérêt de cette modalité de gestion du commun, c'est justement la pérennité de la ressource, c'est que ça dure longtemps. Et si les personnes découvrent ce terme commun, peut-être ce qui peut les aider à positionner ce terme-là, c'est que finalement, c'est une modalité de gestion communautaire et qu'on peut mettre un peu au même étage qu'une gestion privée ou une gestion publique. Et finalement, c'est une troisième façon de gérer les choses ensemble, qui a des avantages et des inconvénients, comme les deux autres modes de gestion qu'on connaît un peu mieux. Commun, c'est bon? Quoi d'autre? CAE. Si on dit CAE, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Et en fait, c'est une coopérative qui héberge des entrepreneurs salariés pour leur permettre de déployer des activités de contribution ou de prestation dans un cadre salarié qui leur permet de cotiser et de contribuer à la solidarité, aux infrastructures nationales, aux services publics. CAE, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre sur lesquels on pourrait préciser? Alors, ce n'est pas tant sur ce que vous venez d'évoquer, mais plutôt sur, on parle d'économie collaborative et vous parlez de plateformes coopératives. Donc, moi, j'avais tendance à dire de plateformes collaboratives. Donc, ok, alors, est-ce qu'en 30 secondes, on est capable d'éclaircir? Donc, la question, c'était, on parle d'économie collaborative et de plateformes coopératives. Est-ce qu'il y a une subtilité ou pas? Là, je vous passe plutôt la parole. Je ne sais pas, est-ce que Alexandre, tu veux répondre? Ouais, lequel? Ou les deux peuvent répondre. J'y vais, tu complètes. En règle générale, je vais schématiser et puis ce ne sera pas une définition universitaire, mais communément acceptée, économie collaborative, c'est l'ensemble des plateformes qui ont un peu émergé en 2010-2012 quand on a vu arriver les Uber, Airbnb. Et en général, ça a déclenché un véritable enthousiasme autour de on est capable de partager les ressources, on peut connecter les personnes en pair à pair, sans intermédiaire, on est en train de faire tomber les barrières à l'entrée sur tous les marchés, c'est incroyable. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on avait créé autant de problèmes qu'on en avait solutionné parce qu'on a créé des nouveaux intermédiaires, une économie extrêmement prédatrice qui prend la valeur du territoire pour l'envoyer dans la Silicon Valley ou dans des paradis fiscaux. Donc, c'est là qu'il y a une notion qui est apparue. Pardon? Ok, bah ouais. Et en fait, certaines personnes ont commencé à travailler des alternatives. Certains ont dit, bon, bah ok, c'est juste du capitalisme tel qu'on le connaît. En fait, on ne change pas tant que ça les choses, mais ok, très bien, ça existe et voilà. Des personnes se sont dit, non, en fait, on a juste raté la mise en œuvre. C'est-à-dire que les opportunités sont quand même là. On peut vraiment mettre les gens en rapport les uns avec les autres. On peut vraiment faire tomber des barrières à l'entrée, mais on peut le faire bien. Et donc, utilisons des outils qui existent, les statuts de l'économie sociale, les valeurs du coopérativisme, qui nous permettent de prendre les outils numériques et d'en avoir les opportunités sans les externalités négatives. Et quand on parle de plateformes coopératives, donc ça va être des plateformes numériques. Alors, il y a même débat si est-ce que ce sont des plateformes que numériques, parce que les tiers-lieux sont aussi des plateformes, tout ça. Mais on va dire que pour schématiser, ce sont des outils numériques de mise en relation de parties prenantes qui sont portés par des acteurs qui suivent les valeurs du coopérativisme. Alors, je ne vais pas dire que c'est que des coopératives, parce que c'est compliqué, mais en tout cas, les grandes valeurs du mouvement coopératif. Ok, très bien. Si on reste sur du glossaire et qu'on ne se lance pas trop, je sais que les termes invitent à déployer énormément de concepts. Si vous avez une question sur un terme, n'hésitez pas à venir la poser ici pour que les personnes à distance puissent bien vous entendre. Est-ce qu'il y a d'autres mots? On parle beaucoup de contribution. On peut faire la différence par rapport à de la prestation. Donc, l'idée de contribution, c'est plutôt quand vous travaillez sur le volontariat, sur une envie, un peu sans subordination et que vous avez envie d'améliorer un projet, une ressource, une organisation, à la différence d'une prestation qui va plutôt se faire dans un cadre commercial avec une contractualisation plus ou moins aboutie, mais en tout cas avec une sorte de donneur d'ordre qui a un besoin et que vous avez envie d'aider. Et voilà la différence qu'on peut faire entre contribution et prestation de manière assez caricaturale, mais on va parler beaucoup de contribution. On est déjà pas mal. D'autres mots à éclaircir? On commence avec ça.
vous n'hésitez pas dans la visio à demander un point glossaire. On peut donc commencer cet atelier, cet échange autour des plateformes coopératives sur quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut en voir? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et donc, je vous donne chacun la parole, entre 5 et 15 minutes par personne, pour nous dire, vous, quels sont les outils sur lesquels vous travaillez. Ça ressemble à quoi? On va d'abord s'intéresser au quoi, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on basculera sur ce qui nous intéresse tous, le pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mais au moins qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Qui veut commencer? Simon, tu vas nous parler de Docos. Allez, je commence par une plateforme coopérative qui n'est pas vraiment une... Ah, c'est pas vraiment une plateforme coopérative, si ça en est une, mais on va dire qu'elle ne met pas en relation des gens, donc on est un petit peu différent d'une plateforme comme Copcycle sur les livreurs à vélo, mais là c'est plutôt presque un logiciel collaboratif, qui est un logiciel de gestion des espaces de travail partagés, des tiers-lieux, et qui en fait répond à un besoin qu'on a identifié depuis quelques années dans nos espaces, d'avoir un outil commun dans les tiers-lieux qu'on peut consolider ensemble avec les centaines ou les milliers d'espaces qui se développent pour avoir un outil un peu multifonction qui nous permet de faire tourner nos espaces, en particulier sur la partie réservation, gestion des salles, gestion des tickets de coworking, et puis derrière tout le reste qu'a gérer une entreprise classique, hein, après la compta, la gestion des utilisateurs, des newsletters, tout ça, la gestion des clients, pas des usagers. Parce que, pourquoi ça a émergé ce besoin-là, en fait, de se dire vas-y, on y va, on se met ensemble pour produire une solution technique costaud pour nos tiers-lieux, et on essaie d'en faire émerger une au moins, à minima. Et puis là, pour l'instant, du coup, on a choisi Docos et c'est sur ça qu'on se concentre, mais il pourrait limite y en avoir d'autres. Mais pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on sent aussi que une fois qu'on a un bon logiciel, on peut aller à un deuxième stade qui est d'aller concurrencer les plateformes qui essayent d'être, il n'y en a pas encore une qui a vraiment bien réussi, qui essaye d'être le Airbnb du coworking. J'étais une dizaine d'années dans un espace de coworking à Lille, on recevait à peu près toutes les semaines, à un moment donné, une demande pour rejoindre ces plateformes-là, pour s'inscrire en tant que lieu sur ces plateformes-là. Et toutes ces plateformes, en grande majorité, sont pensées sur le modèle plutôt Uber. Même s'il y en a qui sont sympas, qui sont locales, on sait que si elles marchent, elles se feront racheter par le plus gros, qui se fera racheter par le plus gros, et qu'à la fin, ça finira dans la Silicon Valley. Et donc, voilà, on sent que ça vient. Il y a l'exemple de WeWork, hein, l'énorme plateforme de coworking qui s'est montée il y a quelques années, qui a été valorisée 50 milliards, petite bagatelle, pour du coworking. Donc, on sent que le marché est en train de mûrir. Et donc, on sent que si on va explorer ensemble une solution de gestion de nos réservations, de gestion des tickets, et qu'on la fait passer un petit peu à l'échelle, on peut petit à petit arriver sur ce marché et proposer une alternative qui soit coopérative, basée sur du logiciel libre, qui soit appropriable par tous, qui nous appartienne à tous, et qui soit super fonctionnelle et aussi fonctionnelle que celles qui ont reçu des milliards d'injections financières, même si ça prendra du temps. Et là, tu es un peu sur le pourquoi c'est génial. Voilà. Ça ne respecte pas du tout mon protocole. J'arrête là. On annule là. Non, mais on sait que c'est ça qui est intéressant, plus que d'expliquer les fonctionnalités de l'outil. Est-ce que tu peux rapidement balayer, en gros, c'est quoi, finalement, c'est quoi un ERP? Pourquoi c'est intéressant? En fait, à ce stade, bien sûr, on ne développe pas seul une solution technique pour gérer nos espaces. Ce serait trop coûteux, sachant que ça existe déjà dans le monde des entreprises. Donc, on est parti d'une solution déjà existante, ça s'appelle un ERP, un logiciel de gestion d'entreprise, sur laquelle on a rajouté des petits bouts qui vont s'adapter aux tiers-lieux. Et on est parti d'une solution existante relativement moderne. Donc, dans le logiciel libre, il y en a 2-3 qui sont assez connus. Il y a Odoo. Nous, on est parti d'une solution équivalente à Odoo pour ceux qui connaissent, mais un peu plus moderne pour plus facilement faire fonctionner tout ce qui va être API. Donc là, je rentre dans du technique, mais en gros, la relier facilement à d'autres solutions techniques. Voilà. C'est ERP Next, qui est une solution d'abord d'ailleurs conçue en Inde, utilisée par beaucoup d'entreprises, mais qui a été réadaptée en Europe, en particulier en France, pour respecter les normes comptables. Là, on rentre dans les... Et donc, il s'appelle Docos. C'est Docos ERP Next, c'est la même solution. Docos, c'est la version française et allemande. Bref, je n'en dis pas plus. La solution, elle permet pour l'instant,
de faire un peu une gestion d'entreprise un peu classique, donc gérer les abonnements de membres, des factures, donc les devis, la compta, les paiements en ligne, les abonnements. Et puis, on a rajouté la partie gestion de salles de réunion, d'espaces de coworking, de machines et matériel. Il y avait déjà de la synchronisation, on l'a amélioré avec des connecteurs comme Google Agenda. Voilà, j'en dis pas plus. Elle fait gestion de site web comme Odoo, c'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité de créer sa plateforme dessus. Et puis, on peut rajouter, adapter des solutions. C'est open source, donc ça veut dire que la licence est ouverte et qu'on peut tous se l'approprier, l'installer et développer d'ailleurs une économie autour si on le souhaite. Donc, on a commencé à l'installer dans 2-3 lieux. Par exemple, la Baraka à Roubaix. On gère notre site internet, le site internet de la Baraka est géré sur cette solution. Et puis, après, derrière, les gens vont pouvoir réserver en ligne et réserver les salles de réunion, acheter des tickets, voir comment fonctionne la livraison à vélo, puisqu'ils ont commencé à organiser la livraison à vélo à la Baraka. On en parlera après avec Copcycle. Mais voilà, en gros, la solution. Après, je ne rentre pas à l'intérieur, mais la vitrine que vous voyez là, c'est 3% de la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est toute la partie compta, facturation, automatisation qu'on peut mettre en place. Est-ce que tu peux quand même nous montrer la partie administrative? Il y a une démo sur le site de Docos, voilà, elle est là. Mais voilà, la partie admin, après, c'est là, vous allez gérer vos ventes, vous allez avoir les tableaux de bord, vous allez pouvoir créer des articles, des factures, des devis. Tous ceux qui sont dans des assos ou des entreprises ont ces problématiques de comment on gère notre organisation. Ce qui est un peu quand même clé dans nos tiers-lieux, c'est qu'on a souvent des tiers-lieux qui vont être en cogestion. Et si on n'a pas un bon outil de gestion de tout ce qui est administratif, on est très vite perdu. Si on n'automatise pas un peu ces parties-là, ça peut vite être coûteux en temps. Et donc, c'est un peu l'idée de cette partie un peu contraignante. On essaie de l'automatiser dans nos lieux pour avoir beaucoup plus de temps sur la partie animation et humaine. Et donc, c'est pour ça que ça répond à une problématique assez forte. Alors, moi, dans mes 10 ans d'expérience en tiers-lieu, c'est le temps qu'on a perdu à essayer de s'organiser au niveau administratif comptable. C'est effrayant. Et donc, c'est ça qu'on veut optimiser dans nos tiers-lieux avec cette solution. Après, on ne sait pas si c'est la solution parfaite. Il y en aura peut-être d'autres. Je vous invite à venir ici. C'est normal. Je suis là pour ça. Et je voulais juste préciser, vous auriez pu le faire aussi. Un petit peu plus fort aussi pour. Donc, vous offrez un hébergement pour la solution. Alors, à l'échelle locale, pour l'instant, on offre un hébergement à tarif réduit pour des assos, mais après, bien sûr, l'hébergement, soit on l'héberge soi-même, comme tout logiciel. Oui, voilà. Soit J'allais dire, il y a les deux. Il y a l'autre volet. On peut aussi l'héberger soi-même sur ces serveurs. Voilà. Exactement. Okay. Très bien, merci. Et c'est vrai que là, on ne voit pas encore la solution, mais là, on est en train de bosser sur une version qui va relier qui va commencer à faire plateforme, au sens où on va pouvoir mettre plusieurs lieux du territoire. Là, on va commencer par la MEL, et avec un système de tickets reliés, ce qui fait que les gens achètent un ticket ou un abonnement dans un lieu et peuvent commencer à utiliser plusieurs espaces. Et on aimerait bien pousser un peu plus ça. Donc, a priori, voilà, cette solution va être pratique pour ça. Voilà. Très bien. Et donc, moi, je suis utilisateur de cette ressource-là. Donc, je pense que ce qui est important pour tous les potentiels utilisateurs de ce type de solution, c'est un ERP. C'est-à-dire que c'est un système qui gère des entreprises et qui va gérer tous vos flux de l'entreprise. Enfin, mais votre tiers-lieu, vous entreprenez dans votre tiers-lieu, il se passe beaucoup de choses. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un système de gestion comme celui-ci soit aussi simple que les applis que vous avez sur votre smartphone. Et s'il y a plus de 3 fonctionnalités et que vous vous noyez dans ce système-là, ce n'est peut-être pas à vous de gérer cette plateforme-là et qu'il faut l'avoir en tête. Si vous vous lancez dans ce système-là, il faut avoir des personnes qui sont en mesure de gérer des entreprises et donc de manipuler des flux économiques rentrants, sortants, des éléments de comptabilité, etc., pour pouvoir vraiment profiter au maximum de Docos et de pouvoir justement gagner tout ce temps de gestion qu'on peut perdre dans les lieux. Par contre, si vous n'êtes pas en mesure de le faire seul, l'idée de l'open source, c'est aussi d'avoir des communautés de contributeurs qui contribuent au développement de ces ressources-là. Et donc, vous pouvez trouver des personnes pour vous accompagner, pour vous former, pour prendre en main ce type d'outils-là, pour gagner du temps. Voilà, c'était la précision que je voulais donner. C'est compliqué, mais on est là. Merci Simon, très bien.
Je passe la parole à Bérangère pour Ah nous oui. parler de Cop Circuit. Alors, moi, j'ai fait une présentation. Ne soyez pas effrayés. Je vais tenir dans les temps. Super. Je pourrais dire que c'est pareil. C'est potentiellement compliqué, mais on est là. Attends, du coup, je ne sais pas où je mets mon micro. Parce qu'il faut que je la voie quand même, la presse. Ouais, tu peux te mettre là. Comme ça, tu peux parler à tout le monde. Je parlais à tout le monde. Ah oui, alors là, en même temps, je prends toute la place sur le... Non, mais la webcam, nous l'avons pas. Ah oui, ok. Alors, ou alors je fais directement les... Ouais, tiens, regarde. On fait ça. Petite flèche, hein. Ouais. Tout simplement. Et Cop Circuit, c'est quoi alors? Eh ben, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Notre mission, c'est... Ah, alors là, ça va être problématique. Et pour Zoom, et pour tout. Je continue. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner le changement d'échelle des circuits courts en France. C'est là qu'on intervient, sur tout le territoire. Et donc, pour ça, notre outil phare, c'est principalement une plateforme de vente en ligne, sous licence libre. Et on fait aussi des formations et de l'accompagnement. Et donc, notre objectif, il est militant, clairement. Il est que les circuits courts deviennent la norme du commerce et de la distribution. Remettre l'économie au service du vivant et de la dignité humaine. À utiliser. Et donc, nous, on n'est pas l'initiateur des circuits courts, on ne va pas animer directement les territoires, on va se mettre au service des initiatives des territoires. C'est ça qu'on fait, on fournit des outils efficaces et libres et accessibles. Alors, pourquoi ce projet? Non, hein, on n'en parle pas, c'est très long, c'est voilà, le malheur qui s'abat sur le monde, on n'en parle pas, j'y reviendrai s'il faut. Mais bon, vous avez plus ou moins, je pense, perçu tous l'intérêt de développer les circuits courts et de relocaliser nos économies. Bon, en gros, Cop Circuit, c'est une communauté et des outils. La communauté, je dois vous dire d'où je parle, parce que la communauté, elle est mondiale, en fait. C'est le réseau Open Food Network, qui s'est créé en Australie et qui s'essaime un peu partout dans le monde. Ça a commencé dans pas mal de pays anglophones. Et depuis l'arrivée de ce coronavirus numéro 19, il y a eu un déploiement incroyable à l'échelle internationale en Jordanie, en Turquie, en Colombie. Voilà, et c'est en cours d'essaimage au Nigeria. Enfin, il y a tout un tas de pays et vraiment à différents niveaux de développement. Donc, Cop Circuit, nous, on est membre de ce réseau, on est représentant français de cette communauté internationale. Et donc, nous, on est dans une solidarité au niveau international avec cet outil libre qu'on peut ainsi mettre à disposition d'initiatives qui ne peuvent pas se rémunérer pour l'instant. Et donc, quand on génère du chiffre d'affaires dans un pays, on va le mettre en contribution au commun pour qu'il puisse se développer partout. Donc voilà, comme je vous disais, donc Open Food Network, c'est le réseau international. On a créé une coopérative en mars 2020 parce que c'est un statut juridique qui nous permet de mieux impliquer les utilisateurs, les bâtisseurs, les partenaires dans la gouvernance, que ça soit plus démocratique, plus partagé. Donc avant, cette plateforme, elle était gérée par Open Food France, qui reste une association et qui est plutôt dans la production de commun, dans l'accompagnement, le plaidoyer, je dirais aussi, et la recherche sur le métier des circuits courts. Et la SIC, donc, commercialise l'utilisation de la plateforme. Voilà, comme je ne vais peut-être pas répéter, mais on a des valeurs qui nous ancrent, qui sont très fortes. Donc, un changement systémique de nos modèles alimentaires, mettre à disposition des produits à des tarifs accessibles, tout en permettant de rémunérer des producteurs de façon plus digne. En France, on a une volonté de faire réseau. Je voulais en parler aujourd'hui parce qu'on a un représentant de plateforme en commun avec Alexandre. Donc voilà, il y a quand même un petit. Je me suis amusée là
à mettre les logos des différentes coopératives et initiatives qui sont dans ces réseaux, donc plateforme en commun d'un côté, et les licornes de l'autre, qui est un réseau qui a été tiré par Enercop en particulier et qui réunit des SIC, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et donc notre idée, c'est ensemble, on est plus fort en fait. Donc on essaye de créer des passerelles entre tous ces mondes et de communiquer en commun, etc. Donc après, la communauté, les communautés, les outils. Je raconte l'outil là? Oui, l'idée c'est de présenter, ça ressemble à quoi? Vite fait. Alors, j'ai pas de démo, mais je vais y venir. On fait une démo toutes les semaines. C'est une plateforme coopérative pour outiller et accompagner les circuits courts. Voilà. Open source, mise à disposition à une échelle internationale sur la base du logiciel libre Open Food Network. Donc, ça permet quoi l'open source en fait? C'est l'évolutivité de la plateforme en permanence, en réponse aux besoins des utilisateurs. Comme nos utilisateurs sont impliqués dans la gouvernance de l'objet, de cet outil de gestion, ils font remonter leurs besoins et il y a des mises à jour en permanence qui bénéficient à l'ensemble des utilisateurs à l'échelle mondiale. Donc, on est sur une plateforme qui progresse en permanence avec une mise à jour hebdomadaire et voilà, faite par tout un tas de développeurs un peu partout sur la planète. Donc, évolutivité, amélioration, c'est l'intérêt de l'open source. Alors, c'est pour qui? C'est aussi un des avantages de ce qu'on fait, nous, à CopCircuit, sur notre plateforme, c'est qu'on n'impose pas une forme juridique ni un format d'initiative. Donc, on peut vendre en ligne quand on est producteur. On peut aussi se regrouper, des groupements de producteurs qui souhaitent vendre dans une boutique en ligne. Les distributeurs et grossistes aussi peuvent s'inscrire sur la plateforme. Voilà, nous, c'est inscrit dans nos statuts. On cultive cette diversité parce qu'on est convaincu que chaque initiative de terrain adopte la forme qui lui convient et le type d'activité. Accessible, ça c'est un mot-clé. Justement, avec la création de la coopérative, on commence à facturer l'utilisation de la plateforme comme toute, parce qu'il faut bien rémunérer les contributions et le développement, justement, et le travail des personnes qui sont sur ce projet. Mais alors, avec l'accessibilité qui est qu'il y a une offre à contribution libre. Donc, vous pouvez créer votre circuit court, être en démarrage, ne pas avoir trouvé votre modèle économique. Nous, on est là, en fait. Cette force de ce logiciel libre et de ce réseau international fait qu'on peut accueillir à prix libre des utilisateurs qui veulent se lancer. Voilà, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse se lancer. Et puis après, le tarif, il est globalement sur 1% des ventes dégressifs et même encore plus dégressif s'il y a un engagement de la boutique à fournir des prix le plus bas possible tout en rémunérant le mieux possible ses producteurs. Donc vraiment une tarification qui a été déterminée collectivement et qui est militante, qui est dans un objectif d'accessibilité. Démocratique, voilà, une gouvernance inclusive, c'est le modèle des SIC aussi. On ne peut pas être acheté, ça a déjà été dit. Donc, les utilisateurs gardent la main sur leurs outils. Et ça, c'est comme ça qu'on va changer le monde. Moi, j'ai envie de dire, c'est qu'on reprend la main sur nos consommations, sur nos outils. Où est-ce qu'on met notre argent et qu'est-ce qu'on utilise pour développer nos initiatives. Des fonctionnalités, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je vais peut-être attendre vos questions pour ça. Très adaptable. Les catalogues peuvent se connecter entre eux et on a plein de projets d'interopérabilité pour faciliter en fait l'utilisation. C'est qu'un producteur ou une boutique n'ait qu'à renseigner une seule fois son catalogue et que ça se diffuse largement. Des fonctionnalités qui s'adaptent à votre activité. Voilà, pareil, c'est très adaptable. Livraison, point de dépôt, moyen de paiement, voilà. Et je reste à votre disposition pour vous en dire plus, bien sûr. Et donc, les équipes engagées partout dans le monde, je vous l'ai déjà dit, une équipe française disponible, voilà, une démonstration hebdomadaire si vous en avez le souhait. Et on vous expliquera tout en détail. Un guide utilisateur qui est pareil, qui est
qui est en fait développé en parallèle du logiciel à l'échelle internationale. On a un guide utilisateur avec tout un système de traduction très complexe. Enfin, moi, je ne comprends même pas parce que je ne suis pas développeuse web, mais un guide utilisateur hyper précis, mis à jour en permanence, qui vraiment guide pas à pas, en plus du support que vous pouvez obtenir auprès de l'équipe. Et accompagnement, ben ça, voilà, il y a des petits forfaits. On peut vous accompagner pour vous lancer, pour vous donner des conseils. Voilà, je termine la carte de visite si vous voulez prendre mes coordonnées. Et vraiment, n'hésitez pas pour qu'on creuse tout ça. J'ai essayé de faire vite. Ouais, merci. Très bien. Donc là, c'était COP Circuit. Donc, l'organisation, il faudra peut-être rentrer sur le détail de justement, est-ce que la SIC fournit plutôt des outils et un petit peu d'accompagnement? Est-ce que c'est que de l'accompagnement et finalement les outils sont dans l'accompagnement? Et je ne sais pas si peut-être qu'il y a des idées de plateformes qui fonctionnent déjà, de territoires qui utilisent le service COP Circuit et dont on pourrait voir les interfaces, en fait, comme si on était consommateur. Je ne sais pas si on pourrait peut-être aller voir ça en ligne. À quoi ressemble une boutique court-circuit qui est issue du travail que vous avez fait? Oui, tout à fait. Bonjour, Fleuve de Lien. Alors, est-ce qu'on peut voir? Tu rajoutes Open Food France à côté de la recherche. La boutique. Il faut que tu partages l'écran après. Ouais. Voilà, donc Étienne va faire ses courses à Fleuve de Lien. Comme ça, on va pouvoir un peu voir les préférences d'Étienne, que je suis en train de découvrir, qui est nouveau à la compagnie Tiers-Lieu, il est à la technique. Et donc, s'il est plutôt thé café déjà, ça nous donnera des informations sur les missions qu'on peut lui confier. Voilà. Alors, Étienne, qu'est-ce que tu... Confriture, Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça ressemble à ça, quoi, une boutique COP Circuit. Essaye d'acheter un truc pour voir si ça marche quand même. Non, je plaisante. Ok, bon, bah, très bien. Voilà, donc voilà un exemple de plateforme permettant des liens entre des producteurs locaux et des consommateurs grâce à la technologie et l'accompagnement réalisé par COP Circuit. On est bon. Super. Merci Bérangère. Alexandre, tu es plutôt là pour être discutant. Donc, est-ce que tu veux nous présenter quelque chose? Peut-être le site des plateformes, tu disais. Peut-être, ouais. Donc, il y a un site ressources sur les plateformes coopératives qui s'appelle plateformecoop.fr. Enfin, un site francophone parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent en anglais, mais au moins on a créé ça pour rassembler un peu quelques docs et surtout partager le rapport qui est sorti la semaine dernière avec des recommandations pour ça. Peut-être tenir un propos général sur les plateformes coopératives, sur ce qu'elles sont et ce qu'elles permettent. On essaye d'utiliser le joli terme du fait que ce sont des infrastructures territoriales de coopération. Ce qu'on essaye de dire par là, c'est que ce n'est pas juste des modèles entrepreneuriaux, ce n'est pas juste des entreprises. En fait, ça va plus loin que ça, c'est des opportunités pour le territoire de s'outiller pour avoir des coopérations dont la valeur va rester sur le territoire et va vraiment profiter au territoire. Et en fait, en disant ça, on essaye d'amener les collectivités territoriales et l'État, auquel je fais un clin d'œil là-bas à Marc, de s'investir pour que ces initiatives existent et se déploient sur tous les territoires. Parce que c'est avec ça qu'on outille la résilience du territoire véritablement. On l'a pris en pleine face avec le Covid. Un mois après le début du confinement, plateforme en commun, il y a la Commission européenne qui nous a demandé de présenter l'ensemble des plateformes coopératives qui existaient dans un webinaire pour toute l'Europe, parce qu'ils cherchaient à accélérer des plateformes qui pouvaient être dupliquées du jour au lendemain pour outiller la résilience de plein de pays européens qui avaient besoin de plateformes numériques pour continuer à s'alimenter, à bouger, à outiller la solidarité intergénérationnelle et qui n'avaient pas d'outils.
et qui ne connaissaient pas d'outils. Et là, on est arrivé avec 5, 6, 7 plateformes qui ont pu commencer à être déployées. C'est pour ça que Coop Circuit disait que OpenFood, bah oui, en effet, ça s'est déployé dans plein d'endroits. Coop Cycle, je crois que c'est pareil, Alexandre nous en parlera. Mais voilà, donc, si on peut tenir juste un propos sur ce que c'est, donc pour nous, c'est ça, c'est des plateformes territoriales. C'est de l'intérêt collectif parce que c'est des SIC, mais on peut aller chercher aussi de l'intérêt général. Je pense qu'il y a un débat là-dessus et ça relève de l'intérêt général d'avoir des plateformes numériques appropriables par tous les citoyens qui appartiennent véritablement aux citoyens du territoire et qui ne soient pas juste des entreprises qui vont chercher des clients. En fait, c'est l'opportunité d'avoir enfin vraiment des outils qui sont juste des outils au service de la collaboration et qui ne cherchent pas à avoir des utilisateurs à leur service pour justifier leur modèle d'affaires. C'est pas des entreprises qui vont chercher leurs besoins, mais c'est vraiment des besoins qui vont prendre la solution qui est à disposition. Si je fais très court, c'est très bien. Merci, et donc là-dessus, sur le site, donc, il y a le rapport qui est un peu long. Il y a une version plus courte en 10 pages qui est pour les collectivités territoriales. Donc là, si vous avez des contacts que vous souhaitez activer dans des collectivités territoriales, il y a un petit cahier de recherche qu'on a fait avec la Caisse des dépôts pour faire en sorte que les collectivités se l'approprient et soient capables de mettre le truc en œuvre à leur niveau. Soit ça veut dire donner un local à des plateformes qui se montent. Ça peut aussi vouloir dire rentrer au sociétariat de coopératives, parce que c'est beaucoup des coopératives d'intérêt collectif qui portent les plateformes coopératives. Ça peut aussi vouloir dire financer des utilisateurs. C'est possible de donner de l'argent via des chèques. Par exemple, on fait des passes numériques pour la médiation numérique. On pourrait avoir des chèques qui permettent de consommer sur Coop Cycle, qui permettent de consommer sur OpenFood. Pourquoi pas, si on considère que c'est éthique, qu'on a besoin sur le territoire. Donc, il y a plein de moyens pour les collectivités territoriales d'agir sur le sujet, et aussi les tiers-lieux, puis on va en parler après, je pense. Merci Alexandre, très bien. On prendra les questions ensuite, si vous avez des questions sur le quoi, sur qu'est-ce que c'est que ces plateformes, sur leur forme, leur utilité, etc., leur fonctionnalité. Alexandre, Coop Cycle, non, tu peux parler d'ici et Étienne pourra montrer le site de Lille. Voilà, après on peut basculer en... Alors, j'ai pas fait de présentation, mais il y a. Donc, c'est quoi Coop Cycle concrètement? En fait, c'est pas mal parce que c'est un peu. Ça correspond pas à ce que Bérangère a déjà présenté. C'est assez similaire dans le modèle où. Enfin, je ne vais pas dire jusqu'à dire on fait juste un outil parce qu'on veut que ce soit plus qu'un outil, mais une ressource partagée qui appartient à tous ceux qui ont un intérêt à ce qu'elle fonctionne bien. Donc du coup, vous connaissez toutes et tous les... Ah, j'enlève le masque? Ouais, d'accord. Normalement, je parle très fort, mais genre... Vas-y, crie. Un peu sourd. Mais ok. Ouais. Donc, j'imagine que vous connaissez toutes et tous, même vous pouvez peut-être l'avoir déjà utilisé, c'est pas grave, les célèbres plateformes de livraison de repas à la maison. Et effectivement, comme Alexandre disait, un des points de départ de Coop Cycle, c'est de dire que ces plateformes-là, qui sont effectivement certaines de la Silicon Valley ou certaines d'Angleterre, mais qui sont en gros des multinationales nébuleuses, au final, c'est quand même un truc qui est propre à un territoire, qui est limité à une ville, plusieurs villes ensemble, quoi. C'est-à-dire un livreur, une livreuse, il habite dans une ville, le restaurateur, le commerce, il est dans la même ville. Et en fait, donc il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un qui les met en relation, mais qui est ailleurs et qui ne paye pas d'impôts aux îles Caïmans, etc. Donc en fait, c'est justement, c'est un peu ce qu'il disait Alexandre aussi, ça devrait être ce type d'activité, ça devrait être de l'emploi local, et en plus, c'est pas délocalisable, parce que c'est pas un truc, genre, il faut un humain pour aller chercher une marchandise à un endroit et l'amener à un autre endroit, à vélo idéalement, pour pas polluer plus que c'est déjà pollué. Donc en fait, le point de départ, il est un peu là aussi. On peut le faire au niveau local, entre nous, établir une relation directe, l'économie collaborative, mais la vraie, quoi. Donc voilà, donc nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Là, actuellement, on est toujours au stade d'association
loi 1901, et probablement va adopter le même modèle que Open Food versus Coop Circuit en ayant les deux, parce que là, on réfléchit actuellement à passer en mode SKIC pour diverses raisons. Et donc voilà, donc nous, le Coop Zagal, c'est à la fois le logiciel, là pour le moment, c'est pour ça que ça doit encore à ce stade-là, c'est à la fois le logiciel, j'ai pas envie de dire open source, parce qu'il y a des trucs un peu, il y a une petite subtilité, mais c'est à la fois le logiciel qui permet donc de monter un site, au final, un site e-commerce qui permet à un client, une cliente de voilà, voir des restaurants ou des commerces. Maintenant, on peut gérer des supermarchés ou des trucs comme ça. De ajouter au panier, hein, genre comme surtout les sites e-commerce, et de se faire livrer par justement des livreurs organisés en coopérative au niveau local et qui ont une relation directe avec les restaurants, les commerces de la ville, quoi. C'est-à-dire, en fait, nous, on intervient pas du tout dans l'établissement de cette relation commerciale-là. Ils décident eux-mêmes des tarifs qu'ils veulent appliquer envers le restaurateur. Ils décident de leur nom de marque, de leur image de marque au niveau local. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de... au final, quand même, c'est un service où c'est vachement Internet, d'autant plus avec la situation actuelle où effectivement, on n'avait pas anticipé ça. La livraison est devenue un élément de survie de l'humanité, quoi. Quand on est confiné à la maison, c'est vrai que genre, là actuellement, les livreurs peuvent circuler hors du couvre-feu. Genre, donc, on n'avait pas du tout. Au final, c'est pas mal pour nous. Hein. Voilà, et c'est aussi un outil, bah, du coup, dans la situation actuelle, c'est un outil de résilience, parce qu'on l'a vu, nous, pendant l'éclatement de la crise du Covid, il y a pas mal de coopératives, justement, qui peuvent aussi... être une coopérative, c'est ne pas rechercher uniquement le profit. Donc, ça permet également de faire des choses qui ne sont pas que du profit. Donc, il y a quelques coopératives qui ont participé à des trucs de distribution alimentaire chez les gens qui, pendant le confinement, ne pouvaient pas sortir, les personnes à risque, voilà, les personnes âgées. Voilà, donc du coup, c'est vraiment, genre, au final, c'est aussi un outil de résilience. C'est pas que des vélos. Voilà, et donc du coup, après, je peux montrer je vais pas montrer l'interface d'admin mais ça permet. Mais nous, on fait tout on a un peu, on n'a rien inventé, on a un peu copié à la base ce qui existait déjà, quoi. Enfin, genre, c'est-à-dire, on a une application sur Apple Store et Google Play, comme tout le monde. Voilà. Mais après, c'est aussi, nous, on n'a pas un site unique. Dans chaque ville, on réplique la solution, quoi. C'est-à-dire, il y a une installation propre à chaque ville, qui est complètement autonome, qui partage rien avec les autres, c'est sur le modèle fédéral. Pour ceux qui connaissent, il y a Mastodon qui est un peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire, on peut faire un petit Twitter avec ses amis et qui est connecté avec un autre Twitter ailleurs. Mais ils sont indépendants. C'est-à-dire, bon, en termes techniques, ils ont chacun leur base de données propre. Et ce qui permettrait éventuellement, après, nous, on essaie quand même d'avoir tout le monde dans le même réseau pour se tenir chaud, mais ça permet de ne pas garder les gens captifs. C'est éventuellement un jour, on fournit c'est comme circuit, on fournit l'hébergement. C'est-à-dire parce que quand une coopérative de livreurs se crée, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Chercher des clients. Est-ce que justement on peut voir juste jeter un coup d'œil sur la plateforme d'administration de cet outil? Ouais, je peux aller sur la démo. Donc cet atelier-là, il est plus à destination des administrateurs de ces outils-là que des consommateurs. Même si tant mieux si vous devenez plus consommateur de livreurs locaux qui ont des relations avec leurs restaurateurs plutôt que de consommateurs d'autres solutions moins éthiques. Mais si on est aujourd'hui dans un événement sur les tiers-lieux, si vous faites tiers-lieu avec
des personnes sur vos territoires et que vous avez envie de créer de la valeur pour votre territoire, ces plateformes-là, normalement, elles sont censées vous outiller et vous permettre de créer cette valeur-là. Donc, si vous voulez créer des courts-circuits, si vous voulez pouvoir livrer cette alimentation saine, locale, durable, etc., ces outils sont faits pour vous. Donc, je pense que c'est quand même intéressant que vous puissiez voir comment on gère ces outils-là quand c'est vous qui les pilotez et les administrez. Ce que vous avez compris, c'est que vous êtes relativement autonome dans la gestion de cet outil-là, mais aussi dans son infrastructure. Donc, c'est positif parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain vous dire c'était gratuit et en fait maintenant c'est 50 € par mois et vous avez tout créé, donc dommage, il faut payer. Donc ça, c'est pratique. Par contre, ça demande aussi d'être responsable et d'avoir les moyens de gérer cette infrastructure-là. Donc sur CoopCycle, ouais. Après, juste ce que tu viens de dire, c'est moins vrai pour CoopCycle. Alors vas-y, explique. En fait, donc pour celles et ceux qui connaissent l'open source ou le logiciel libre, qui ne sont pas de la même chose, mais c'est-à-dire on peut prendre un outil et faire ce qu'on veut, c'est-à-dire l'exploiter de manière commerciale, faire travailler des enfants, faire des armes, genre tuer des gens. Par exemple, avec des logiciels libres, on peut faire des trucs, des drones qui tuent les gens, par exemple. On peut utiliser des logiciels libres dedans. Et donc, du coup, nous, on a une licence open source qui est un peu particulière, qui a des restrictions sur le modèle social de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui font éventuellement tourner CoopCycle doivent être une coopérative et ou se diriger vers le salariat pour les travailleurs. Et en tout cas, la valeur doit être partagée et la gestion doit être démocratique. Donc, il y a une restriction sur l'utilisation commerciale. Voilà, qui est un peu. Il y a tout un mouvement dans le monde du libre et de l'open source pour dire que on devrait faire des licences éthiques. Il y a une. Alors, l'open source sera un vaste sujet. Pardon, mais genre, donc du coup, il y a une petite subtilité à ce niveau-là. Genre, on peut pas faire n'importe quoi avec CoopCycle. Avec CoopCycle, mais bon, pour le moment, ça va. Il y a pas grand monde qui a fait n'importe quoi. Donc du coup, bon, après. Ça, c'est des trucs un peu logistiques. Ça, c'est un truc de démo, mais du coup, il y a plein de gens qui utilisent, c'est tout pourri, il y a plein de trucs. Genre, tant mieux, du coup, c'est pas vide. Donc, en fait, ça, c'est l'écran principal qui va aller voir. Bon, là, il n'y a personne de connecté, je pourrais me connecter avec mon téléphone, mais c'est l'outil de dispatch, c'est-à-dire, en fait, en gros, CoopCycle, ça permet de gérer la logistique à l'intérieur d'une ville. Donc, en fait, la logistique, c'est très simple. En gros, il y a une liste de points qui sont des adresses géographiques où il faut aller soit chercher quelque chose à une heure donnée et soit le déposer ailleurs à une heure donnée, quoi. Chercher un bouquet de fleurs ici, le déposer là-bas, chercher 3 cartons ici, les déposer là-bas, ou alors chercher un bouquet de fleurs, puis les 3 cartons, puis les déposer d'abord les cartons, ensuite les fleurs. Donc, en gros, c'est une to-do list géolocalisée, quoi. Enfin, c'est pas très compliqué. Ça, c'est le cœur du système. Et donc, ça permet de gérer transporter les marchandises en vélo d'un endroit à un autre. Et donc, nous, il y a 2 types d'entreprises qui sont utilisatrices de notre solution. Les entreprises qui font du dernier kilomètre, on dit. Donc, c'est pas ce qu'on voit chez Uber Eats, Deliveroo, c'est pas la livraison des restaurants, des derniers burgers à la mode, etc. C'est plutôt voilà, de n'importe quoi, des sapins de Noël, des bouquets de fleurs, des caisses de vin, le dernier kilomètre, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la ville et qui peut se faire en vélo, genre en vélo, au type vélo de charge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est les gros vélos avec des grosses caisses à l'avant ou des remorques. Et on peut transporter quand même pas mal de trucs. Par exemple, il y a une coopérative d'ailleurs qui est pas mal partenaire avec nous, c'est Tout en vélo. Eux, ils font les déménagements en vélo, carrément. Enfin, ils déménagent la fameuse armoire normande, ils la transportent, c'est vrai. Et c'est galère, mais ils le font. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le cœur du système. Et nous aussi, par-dessus, on a un système e-commerce qui permet de gérer donc, le catalogue d'un restaurant, c'est-à-dire voilà, les produits, la disponibilité des produits, les photos, bon, des trucs assez basiques, quoi. Et en fait, les 2 systèmes, ils fonctionnent ensemble parce que tout simplement, quand on commande un burger, une pizza à se faire livrer chez soi, en fait, en termes logistiques, ça se traduit. Il faut aller au restaurant entre telle heure et telle heure chercher la nourriture et il faut l'amener entre telle heure et telle heure chez le client, les clients. Donc, du coup, ça revient au même. Donc, ça nous permet d'adresser les deux
les deux choses à la fois, voilà, avec le même. Voilà, après, je sais pas, c'est pas très intéressant. Au final, il y a que des trucs assez obvious qui permettent de gérer voilà, un catalogue de produits, des options, des commandes. Et après, on essaye de faire comme les plateformes existantes, parce que malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, genre, ils ont fait un truc qui, même s'il est un peu méchant, il est bien fait. Genre, donc en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut essayer de. Nous, c'est notre but à notre petit niveau de proposer un outil équivalent à ceux qui connaissent déjà pour justement essayer de, je sais pas, de grignoter des parts et de les refaire venir chez nous. Voilà. Super. J'espère que c'était pas trop long. Non, non, c'était pile poil. Merci Alexandre. Attention, saut en hauteur. Très bien. Est-ce que, soit en ligne, soit dans la salle, il y a des questions? Et si oui, est-ce qu'on peut rajouter un petit tabouret pour que vous puissiez venir les poser? Il est là. Non, mais ça, c'est bien. Très important. C'est le tabouret du chrono. Tabouret du peuple. T'inquiète pas. Le peuple du chrono. Il a le même pouvoir. Alors, une première question. Bonjour. Je voulais juste savoir, est-ce que par exemple, il y a des interactions possibles entre CopCycle et Docos? Parce que dans les deux cas, il y a une gestion de clients, en tout cas côté restaurateur, tiers-lieu, et tout ce qui est admin, gestion des stocks. Voilà. En fait, plutôt, genre, moi, j'ai déjà testé ERP Next parce qu'on cherchait un truc plutôt pour comment dire, la gestion interne, je sais pas, l'émission de factures, mais au sein de la coopérative de livraison elle-même. Parce que nous, outre l'outil qu'on fait nous-mêmes, on fait tout. Hein. Genre, en fait, on fait tout. Genre, peut-être c'est bête, on aurait pu utiliser des bouts de trucs qui existent déjà. Il y a aussi des besoins de gestion et on fournit pas mal d'outils, genre, je sais pas, des outils d'analytics, etc. Ça, c'est des outils open source et ça pourrait faire partie du package. Je me dis, en fait, je ne savais pas que Docos c'était la version ERP Next. Oui, française. Très intéressant. Aux normes comptables françaises. Alors, du coup, c'est synchronisable au sens où, pour le coup, Docos a pas mal d'API qui peuvent connecter des logiciels. Par exemple, Docos est déjà synchronisable avec qu'on appelle la solution open source chez WordPress qui fait boutique, qui s'appelle WooCommerce. Il est synchronisable avec WooCommerce. Donc, quelqu'un qui a un WordPress avec une boutique, qui va pouvoir relier l'outil comptable, administratif, gestion client de Docos. Donc après, le faire avec CopCycle, c'est possible. C'est juste une question de financement, de mobilisation pour relier ça. Idem pour OpenFood qui ont un système de commande, on peut dire livraison à vélo, et j'imagine que vous pourriez renvoyer vers. Tout à fait, j'allais compléter, on vient d'en parler avant de commencer l'atelier. On pourrait largement créer une passerelle pour inviter nos boutiques à passer par les livreurs de CopCycle. Je pense que c'est vraiment là où on voit l'enjeu de ces histoires, pourquoi on utilise des plateformes coopératives, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir relier des choses qui normalement sont rationnellement, économiquement pour les plateformes, on va dire classiques, qui fonctionnent en silo. On va jamais avoir. Il pourrait y avoir des alliances entre Uber et je sais pas qui, grosses startups qui viendraient se relier entre elles. Bon, déjà, ça ferait un truc très hégémonique et très effrayant, mais a priori, c'est pas vraiment leur projet. Là où, en fait, nous, sur le territoire, on peut s'amuser à relier ces plateformes-là pour justement mieux faire vivre notre tiers-lieu. Et c'est presque en opposition avec la vision, je prends un autre exemple dans le covoiturage, Blablacar n'aura jamais d'intérêt à ce que les gens commencent à faire du covoiturage en affichant sur un tableau à la craie dans le tiers-lieu les covoiturages qu'ils font régulièrement. Parce qu'il veut, lui, son but, c'est qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible et jamais il va commencer à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui n'utilisent plus le numérique pour utiliser les tiers-lieux pour faire du covoiturage. C'est incompatible avec la direction et les gens qui mettent du capital derrière Blablacar. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie raison pour se dire, en fait, il faut qu'on projette comment on construit nos tiers-lieux et ces plateformes-là pour imaginer, en fait, demain, se dire, bah oui, c'est vrai qu'en fait, on n'a même plus besoin de faire du covoiturage par une plateforme parce qu'on a des lieux où on dit qu'on va là ou là ou là, parce qu'on a trouvé une modalité de faire culturelle, comme dans certains pays où en levant le pouce, on peut faire un covoit, on file une pièce. Enfin, voilà. C'est là où je trouve que c'est aussi majeur de réfléchir à ça. Merci. Donc, on a basculé sur Sébastien Chinvy. Bienvenue. Avant que tu poses ta question, donc on est sur le sujet on a basculé finalement sur, OK, on voit de quoi on parle sur ces plateformes-là.
Et donc, on questionne maintenant pourquoi ces plateformes-là, c'est-à-dire pour faire quoi, mais pourquoi elles sont plus intéressantes que les autres. Pourquoi, si vous êtes un collectif, si vous êtes une communauté, si vous faites tiers-lieu, pourquoi vous devez plutôt investir dans ces plateformes que de choisir d'autres solutions propriétaires. Donc, on va discuter de ça, de voir les avantages d'abord de ces plateformes-là, parce qu'on est plutôt à fond derrière les plateformes, et on essaie aussi de discuter des limites aujourd'hui, des obstacles, des difficultés de ces modes économiques. Donc, la première question, c'est celle qui a été évoquée, qui s'appelle, vous me dites si je dis des bêtises, mais l'interopérabilité. Ça veut dire, j'ai plein d'outils qui sont développés par des gens qui ne se connaissent pas, mais je sais que je pourrais les connecter au moment où je voudrais gérer mon lieu, me connecter avec les agriculteurs et livrer tout ça à vélo. Je sais que je peux le faire. Alors que si vous avez pris 3 solutions propriétaires, c'est assez peu probable, peut-être pas impossible, mais c'est assez peu probable que vous rentriez une seule fois la donnée et qu'elle s'exploite dans tout ce système. Et il y a un exemple par rapport à ça, c'est qu'on a un tiers-lieu de la métropole qui a installé des badgeuses dans son lieu, et l'entreprise qui fait ces badgeuses n'ouvre pas les données. Donc, elle ne peut pas connecter ces badgeuses à son système de gestion, et donc elle ne peut pas dire j'ai tel utilisateur, il peut se connecter à telle badgeuse. Il ne peut le faire que dans le cadre du système de cette entreprise-là. Ils sont niqués. Voilà. Alors, à vous. Monsieur Plion, vous avez une question? Oui, tout à fait. Enfin, je voulais apporter un témoignage parce que dans la compagnie des tiers-lieux, on a décidé d'utiliser Docos pour gérer nos financements. Et moi, je déteste les outils numériques et je suis assez réfractaire à tout ça. Je voulais juste apporter un témoignage pour dire que c'est possible, qu'on peut, avec un peu de persévérance, le faire. Bon, je l'ai fait au début en binôme avec quelqu'un qui a une petite association à Lille qui gère la compta de sa petite asso à la porte de Valenciennes et qui n'est pas du tout un geek non plus. Et donc, je voulais dire que c'est important de faire baisser la barrière à l'entrée de ce type de plateforme et que donc, voilà, c'était juste un retour d'expérience pour parce que vous avez l'air tous tellement compétents que ça peut aussi faire peur, je pense, à des gens qui ont envie de se lancer. Et donc, voilà, c'était pas une question, c'était juste, c'est possible. Ouais, c'est difficile, mais c'est possible. Merci. Pour compléter, la solution technique ne règle pas toute la question après humaine. Je pense à ça parce que la coopérative Baraka à côté, à Roubaix, qui s'est lancée dans la livraison à vélo basée sur CoveCycle, elle a mis presque 6 mois à réussir à lancer sa première activité de livraison à vélo. La première livraison a eu lieu la semaine dernière. Mais voilà, il a fallu trouver des gens, il a fallu que le resto s'adapte, qu'il trouve des moyens d'emmener. Enfin, la plateforme ne fait pas tout et il y a un gros travail. C'est le truc facile. Voilà, la techno, c'est presque le truc facile, mais dans lequel il faut quand même investir beaucoup pour y arriver déjà à cette première étape. Ok. Moi, j'ai une question. C'est sans doute lié au fait que on n'a pas le même métier et donc il y a des aspects concrets de ce que vous faites que je ne comprends pas. C'est quoi ton métier? Moi, je suis musicienne. Et donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur comment ça se passe, les interactions entre vos métiers à vous de conception et de gestion des plateformes et les relations avec les structures qui les utilisent? Par exemple, tu as commencé à l'aborder avec l'idée de restrictions éthiques, mais du coup, est-ce que n'importe qui, n'importe quelle coopérative ou entreprise ou même auto-entrepreneur en fait peut avoir accès à cette plateforme, l'utiliser? Comment vous interagissez en fait? Alors, si tu me poses la question à moi, nous en gros, on reçoit des mails, genre, et après encore plus avec le Covid et tout, on fait des vidéoconférences pour un peu connaître les gens, savoir leur motivation. De quelle aide ils auraient besoin, je sais pas s'ils ont. Il y a différents types de personnes. De toute façon, c'est assez débrouillard d'être déjà dans un groupe assez soudé. Personne se sent plutôt seul et un peu perdu j'ai juste lu un article sur ce que vous faites et j'en ai marre de me faire exploiter, mais je sais pas trop par où commencer et tout. Donc en fait, après, on essaie d'évaluer le niveau d'aide, d'accompagnement qu'on peut leur apporter. Et après, nous, on a un genre d'énorme forum de discussion où on met tout le monde et après de mettre tout le monde en contact aussi. Ça permet à ceux qui ont déjà passé par certaines étapes de aider ceux qui commencent juste. Voilà, il y a aussi un facteur. Tu as une communauté à plusieurs niveaux de compétences qui est mobile, quoi. Ouais. Genre, c'est vrai, il y en a évoqué le mot réplication aussi. C'est vrai que, et puis je pense que c'est applicable.
partie, par exemple, Coop Circuit, je pense. Il y a genre, ouais, non, mais ça, nous, on l'a déjà fait. Genre, alors faites ça, faites ça, faites ça. Genre, allez voir, je sais pas, pour avoir un local, allez voir telle structure pour essayer de trouver une petite subvention de départ. En général, c'est par là. Je sais pas. Est-ce que vous avez des livreurs d'une ville qui sont allés former des livreurs d'une autre ville ou pas trop encore? Ouais. En fait, au moins, du moins pour des conseils au téléphone. Après, donc, on est un peu distribué. Ça se passe vraiment par Internet. Hein. Genre aussi, on est dans d'autres pays que la France, et même au sein même de la France. Là, en ce moment, encore plus. Genre, là, je suis à Lille, je viens de Paris, c'est déjà un miracle, mais c'est difficile de se déplacer. Et à Coop Circuit, est-ce que c'est les mêmes modalités de relation avec les utilisateurs ou futurs utilisateurs, ou est-ce que vous avez d'autres dispositifs, d'autres façons de faire? Ouais, ben moi je vais juste embrayer sur ce que vient de dire Alexandre. C'est pour dire que nous aussi on a un gros forum de discussion qui est ouvert à tous les utilisateurs. C'est un des avantages de la plateforme coopérative, c'est qu'on a aussi des relations horizontales. C'est pas que vertical, utilisateur, propriétaire de la plateforme. Donc les utilisateurs entre eux peuvent se parler et se fournir des solutions. Et puis finalement, notre socle de connaissances, de bonnes pratiques et d'expérience, il grossit au fil de l'utilisation de la plateforme. Donc ça, c'est un des gros avantages de la plateforme COP. Et nous, on a une charte de valeurs qui est en train d'être adoptée, à laquelle doivent souscrire les gens qui veulent créer une boutique. Mais sinon, après, voilà, n'importe qui va sur le site, crée sa boutique, peut faire une demande de rendez-vous. Et donc, on a un rendez-vous qui dure entre 45 minutes et 1 heure pour évaluer un peu le besoin et quelle va être la meilleure utilisation, le modèle de catalogue, etc., pour préciser un peu le besoin. Et puis après, c'est un support assez classique. Pour l'instant, on est à l'échelle humaine et de petite taille en France, mais à voir ce qui se passe dans les mois et les années à venir. Si la demande explose et si on change nos modalités, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et puis la communauté internationale, elle est aussi en échange permanent. Donc là, sur un outil qui s'appelle Slack, qui n'est pas libre, mais c'est comme ça, parce qu'il y a tellement de centaines de personnes dessus. Et donc, avec des canaux, communication, développement, tel truc, financement, etc. Mais on a un canal du cœur même, parce qu'on est une communauté qui a aussi un background très spirituel. Enfin, on ne veut pas se perdre en route, en fait. On ne veut pas exploser en vol, donc on garde nos valeurs. Il y a des réunions, des cercles d'écoute, où vous en êtes. On parle d'autre chose que du boulot. Bon, voilà, communauté à plusieurs niveaux. Ok. Et pour Docos, sur la relation avec les utilisateurs ou les futurs utilisateurs? Je crois que Docos, c'est encore le début en France. Ça fait 1 an que Docos existe. Bon, ERP Next, ça fait une dizaine, je ne sais pas combien d'années, mais une paire d'années. C'est-à-dire que la version française est récente et on a un forum de discussion. Autant ERP Next a son forum est beaucoup plus fourni, mais celui de Docos, il est assez récent, mais il y a un forum exactement d'ailleurs la même solution, qui est une solution open source Discourse, une solution de forum assez costaud, qui est la même que celle utilisée dans le réseau des tiers-lieux. Je fais une petite pub comme ça pour le forum tiers-lieux. Ça permet du coup d'échanger entre les utilisateurs et puis en effet de nourrir une base de connaissances. Donc ça, c'est un premier outil. Et puis là, on commence à essayer de mobiliser des communautés sur les territoires. Donc, sur l'île, on en a démarré une, de gens qui connaissent bien le logiciel, qui peuvent du coup accompagner les nouveaux, et puis aussi de prestataires, c'est-à-dire de gens qui sont prêts à faire de la formation ou de la prestation pour accompagner des lieux, puisqu'on sait que si on se base que sur l'approche communautaire, ça va marcher pour des lieux qui ont le temps d'être autonomes et de se débrouiller, mais pour des lieux qui ont de l'argent et pas de temps, voilà, ils peuvent payer des gens qui les accompagnent. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une économie autour de son commun, en fait, pour faciliter cette diffusion. Tout comme l'économie du logiciel libre, si on fait le parallèle, qui est une économie où il y a beaucoup de gens qui font du développement spécifique ou de l'accompagnement sur des logiciels ouverts. Voilà. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter un mot sur la relation et l'accompagnement des utilisateurs? Ouais, dire aussi qu'au-delà de chaque rapport que la plateforme a avec ses utilisateurs, il faut le voir aussi comme un écosystème. C'est-à-dire que l'intérêt des plateformes coopératives, c'est qu'on peut les voir comme des outils à destination de tout cet écosystème de la transition et qu'en fait, tout le monde fait un petit peu réseau là-dedans. Et plusieurs exemples.
Le fait que Baraka à Lille puisse commencer ses livraisons sur CoopCycle, c'est aussi le fait d'un intermédiaire coopératif dans les valeurs de l'intercoopération. C'est Opteos qui a dit nous, on va chercher un petit peu d'argent pour permettre le développement des plateformes coopératives à Lille. Donc ça permet d'aller chercher des contributeurs qui vont voir Baraka et qui passent du temps d'ingénierie avec eux, et c'est beaucoup de temps et d'énergie que la petite structure Lille Bike ou que les 2-3 personnes dans l'asso CoopCycle ne peuvent pas faire dans toute la France. Et ça permet en fait de planter la graine et de faire émerger les premiers usages et ensuite d'essaimer. Et Baraka, là, c'est récent, c'est pas beaucoup de commandes, mais voilà, ça permet de montrer que ça existe, et petit à petit, dans la métropole européenne, ça va s'améliorer. Pareil, la compagnie des tiers-lieux, on a fait le pari des plateformes coopératives pour outiller les tiers-lieux. Pendant le Covid, on est allé accompagner des tiers-lieux à installer Open Food. Et on n'a pas demandé à Coop Circuit de nous aider parce qu'ils étaient débordés, et on l'a fait nous-mêmes. On a essayé de comprendre avec les livrets utilisateurs, et personne n'a payé pour ça. C'est la compagnie qui a pris sur ses fonds parce qu'ils pensaient que c'était intéressant. Et donc, c'est même plus les plateformes qui ont un canal de discussion avec leurs usagers, mais c'est l'ensemble de l'écosystème de la transition qui trouve que c'est des outils chouettes et qui fait en sorte que ça existe. Ok, super. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je crois que oui. Est-ce que Kat Sayar, tu as envie de poser ta question à l'oral? Ce sera plus vivant. Je t'invite à le faire, si tu n'as pas eu de réponse. Oui, désolé, ma voix n'est pas très très bonne, donc c'est pour ça que je l'ai écrite. Arrêtez de vous moquer, quoi. Je suis navrée. Non, c'était une question pour CoopCycle parce que c'était intéressant, effectivement. Nous travaillons notamment avec la coopérative de Stein pour les livraisons sur la région parisienne. Notre particularité, c'est qu'en fait, nous réunissons des producteurs qui veulent vendre et on les transporte par le fleuve, d'où Fleuve de Liens. Et en fait, les derniers kilomètres, on est en train de mettre en place plein de systèmes, aussi bien sur Paris que sur Lyon, l'objectif étant aussi de le faire sur Rouen, pour faire le dernier kilomètre. Donc, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de savoir comment se passaient les premiers contacts. Je ne sais pas, c'est juste comme ça m'est venu. Pourquoi est-ce que Stein est allé chez CoopCycle? Pourquoi est-ce qu'à Lyon, il n'y a personne? Et pourtant, Lyon est une grande métropole. Je sais, c'est un petit peu enfantin comme question, mais c'est le démarchage aussi qui est important. C'est bien d'avoir quelque chose qui est considéré comme, comment dirais-je, je vais être méchant, comme bien pensant, mais c'est bien aussi de savoir comment on fait pour le faire connaître. Ouais. Alors, deux réponses. En fait, à Lyon, il y avait un truc, mais ils se sont disputés et ils ont arrêté. Genre, en fait, c'est pas pour des questions, c'était même pas pour des questions de business, et j'ose dire, c'est des questions de, voilà, c'est aussi ça le truc coopératif, c'est pas qu'une entreprise, donc en fait ça. Mais là, il y en a qui vont, il y a un nouveau projet à Lyon bientôt, genre, donc on pourra en reparler. Et je sais pas, les premiers contacts par mail, quoi. Voilà, je sais pas, je sais pas si ça répondait aux deux questions là. Non, c'est juste qu'il y a effectivement un site. Et aussi, pardon, hein, excuse-moi, c'est juste aussi la difficulté, si j'ose dire, dans notre manière de faire, c'est que ça vient du bas pour remonter, quoi. Si j'ose dire, c'est bottoms up plutôt que top down. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'il y ait un groupe de livreuses, de livreurs qui ait la volonté de faire une aventure entrepreneuriale, qui s'entendent bien entre eux, qu'il y ait une genre de dynamique de groupe, etc. Donc en fait, ça part du bas, et donc en fait, nous on n'est pas là à dire tiens, on va aller à Lyon, ça y est. Non, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui soient à Lyon, qui nous contactent, qui soient motivés, etc. Donc en fait, c'est ça Comment peuvent-ils vous contacter? Parce que Open Food, on a trouvé, nous, c'est venu très lentement au départ, et puis finalement, on s'est investi. Ouais. Mais c'est ça l'intérêt, c'est toujours le petit problème qu'on voit par rapport à toutes ces structures, c'est qu'il faut que les gens qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas, ils viennent. Ouais, je pense que Alexandre a apporté en partie la réponse. Ça veut dire que en effet, il ne faut pas penser que ces plateformes-là, ou ce qu'on peut appeler les communs, c'est uniquement le travail va être uniquement sur la technique et les fonctions de ces ressources-là. Donc sur les plateformes coopératives, il ne peut pas juste y avoir des techniciens qui maîtrisent l'outil et des usagers. Ouais. Donc il faut que sur les territoires, il y ait des gens aussi qui se disent moi j'ai envie
mon territoire y vive et je veux communiquer sur ces possibilités-là, je veux former des gens sur ces possibilités-là. Et c'est d'autres missions et d'autres rôles qu'on doit voir émerger sur les territoires. Et donc là, Alexandre le disait, ça a été pris sur notre territoire. Il y a Opteos, qui est donc une CAE, une coopérative, dans laquelle il y a beaucoup de contributeurs qui a investi du temps pour que ces plateformes-là soient connues. Il y a la compagnie des tiers-lieux qui investit du temps et de l'argent pour que les communs, les outils des tiers-lieux puissent être diffusés, connus et que les gens puissent les approprier. Mais en effet, la réponse, elle doit plutôt venir des territoires sur ce qu'on dit. Bérangère voulait ajouter un point. Oui, compléter. Bonjour Catherine. Bonjour. Je ne sais pas si tu sous-entendais ça dans ta question, mais sur l'aspect démarchage, publicité, prospection commerciale, moi je dirais que j'allais dire ce qu'a dit Benoît, à savoir nos projets nécessitent des maillons sur les territoires parce que c'est comme ça qu'ils se développent. Parce qu'en fait, nos activités économiques, je pense, vous me dites si je me trompe selon vous, mais elles nous imposent à nous tous, consommateurs et professionnels, une espèce de révolution culturelle dans la façon dont on voit les activités économiques. Il faut se dire qu'on n'est pas des startups qui avons levé des millions et qui pouvons faire un énorme coup de com' pour se déployer soudainement partout sur le territoire, faire des 4x3 dans le métro, envahir les écrans publicitaires de YouTube, etc. Vous avez bien compris qu'on avait une éthique au fondement de ce qu'on veut faire, en fait. Et donc, c'est ça, cette révolution culturelle de qu'est-ce que c'est qu'une activité économique dans un mode coopératif et de résilience des territoires. Et finalement, je crois qu'on n'est pas habitué et il faut s'habituer à ça. Et donc, ça pose des questions en permanence et notamment éthiques sur la publicité, la communication. Et du coup, comment on fait pour se diffuser? On compte sur la communauté et donc d'où l'intérêt notamment de se diffuser via les tiers-lieux. Merci pour l'invitation, j'en profite pour le dire, etc. 3 petits points, quoi. Je pourrais continuer longtemps. Parce que c'est une éthique, mais c'est aussi une manière de produire une économie. Et quand on est dans une économie à capitaux, on peut lever des fonds et aller très vite et gagner du temps, mais il faut savoir que c'est de la dette et que c'est des fonds qui sont aussi court terme. Et souvent, c'est quelques millions, quelques milliards pour certains, pendant un temps relativement court. Et puis à un moment donné, il faudra, dans 10, 15 ans, commencer à être rentable. Bon, Amazon, par exemple, c'est pas encore le problème, ils vivent quasiment de dette. Mais une fois que ça tourne, il faut d'une part qu'ils soient rentables, mais en plus il faut qu'ils remboursent leurs dettes, ou en tout cas qu'ils payent des dividendes. Donc du coup, ça fait que dans 15 ans, Amazon, il va commencer à devoir encaisser l'argent qu'il a investi. Là où nous, on crée un truc qui met très longtemps à prendre, qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implication. Et je pense qu'Alexandre, tu sais ça, parce que ça fait peut-être 4-5 ans que tu construis comme Cycle avec des années de bénévolat de développeurs qui normalement seraient facturés chez Uber 4-5 000 euros ou 6 000, même peut-être beaucoup plus. Donc voilà, c'est quand même plein de gens qui s'impliquent, mais sur le temps long, on sent qu'on peut gagner la bataille si finalement on s'investit à la fois émotionnellement, avec l'éthique, avec de la contribution, bénévole ou pas, et que petit à petit on met en place des modèles qui financent quand même les gens, parce que c'est clair qu'il faut quand même qu'on en vive. Ce qui n'empêche pas les institutions financières, notamment de l'économie sociale, de financer les plateformes qui aujourd'hui ont du mal à lever quand même l'investissement de départ qui peut permettre d'accélérer un peu. Ok. Alors, on prend une question en ligne, ensuite Aurélien. D'abord la question en ligne. Donc, que pensez-vous de la ville de Paris qui monte sa propre plateforme de livraison à vélo? Alors, la ville de Paris, alors ça dépend, mais je vais aller très vite puisque, eh bien, en fait, la réponse est ça existe. On a récemment fait une plateforme à Paris, d'ailleurs, avec un nom de domaine super, ça s'appelle resto.paris. C'est parfait. Et avec la coopérative Olvo à Paris, qui est un gros truc. Ça passe à la télé et tout. Donc tu en penses plutôt du bien. Ils sont super forts. Mais après, c'est pas la ville de Paris qui a impulsé la plateforme, parce que c'est pas notre fonctionnement, c'est la coopérative de livreurs qui gère la plateforme. Mais bon, ils nous aident un peu quand même. À Hidalgo, elle nous aime bien, ça va. Donc est-ce qu'on peut reformuler la question? Finalement, c'est pas la ville de Paris qui monte sa plateforme, c'est que pensez-vous du fait que la ville de Paris s'appuie sur une plateforme coopérative pour développer un service public?
Ouais, mais C'est pas un service public de livraison pendant la crise, c'était pas ça? Non, c'est un service de resto, de restauration. nous, on a fait un service de restauration. Enfin, c'est les plateformes classiques. Après, avec des. C'est un peu déroutant pour les clients qui sont habitués aux plateformes habituelles, parce qu'en fait, Olvo, c'est une coopérative avec que des salariés, donc ils ont des coûts. En gros, tout le monde a la bouffe gratuite, tous les bénéfices sociaux, etc. Donc en fait, la livraison, elle n'est pas à 2 €, quoi. Genre, d'un coup, quand les gens ils arrivent, ils font, ah bon, mais c'est parce qu'en fait, avant, il faut juste savoir que, genre, tu parlais de dette, etc. Les plateformes de livraison et globalement pas mal de plateformes, en gros, c'est des trucs non-profit. Hein. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, Deliveroo perd 20 centimes sur chaque commande. Ils perdent 20 centimes. Genre, c'est-à-dire, c'est un gouffre financier. Si le capital risque ne remet pas de l'argent régulièrement, ça s'arrête d'un coup. Genre, ouais. Ok, merci. Peut-être préciser que la ville de Paris, quand même, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient à partir de maintenant s'appuyer sur les SIC pour la mise en place de services. Et donc, je crois qu'ils sont pas dans Resto.Paris. Mais en tout cas, je ne sais pas si d'ailleurs la question, ça parle de Resto.Paris, mais je pense que oui. Mais en tout cas, la ville de Paris commence à rentrer dans des SIC pour mettre en place des services numériques comme ça. Ok, on a beaucoup parlé de SIC, donc je propose de faire un petit point sur est-ce que c'est important pour les utilisateurs de savoir pourquoi c'est des SIC et est-ce qu'on peut faire plus confiance à une SIC qu'autre chose. Mais avant ça, la question d'Aurélie. Ouais, c'est pour rebondir sur le financement, il y a un point qui est clé, c'est qu'en effet, le capitalisme de plateforme se base pas mal sur la publicité et la surconsommation pour vivre, avec tout un système qui a été construit. Et pour avoir été très actif sur la tentative de mettre l'ESS dans le financement des plateformes coopératives, on voit qu'on n'y est toujours pas. Et c'était ma question principalement aussi liée à la Caisse des dépôts et aux institutions. De savoir en effet où est-ce qu'on en est concrètement sur la compréhension globale des institutions de la nécessité de mettre beaucoup d'argent sur ça pour en effet arrêter de faire du bénévolat et vraiment avoir une force de frappe conséquente des plateformes coopératives, même si les collectivités c'est bien, mais ça sera en effet des choses assez ponctuelles et pas coordonnées, et c'est ça qui est aussi problématique. Et deuxième point, c'était de parler pour les tiers-lieux, pour les outils coopératifs des tiers-lieux. Moi je représente pas mal le Starting Blocks pour le coup, et la plateforme Hubble. Donc c'est une plateforme qui se propose de connecter les travailleurs autonomes entre eux. Et dans les tiers-lieux, il y a un certain nombre de tiers-lieux en Ile-de-France qui bêta-testent la solution, avec cette idée en effet qu'on puisse arrêter d'être chacun dans des silos de communication et qu'on puisse chacun avoir nos données, notre interface collective. Donc mon tiers-lieu a son interface à lui, mais s'interconnecte avec tous les autres groupes avec qui il a envie de se connecter, donc potentiellement, pourquoi pas tous les tiers-lieux de France, ce qu'on appelle nous la méta-communauté de travail, et qui pourrait aussi émerger au niveau international, avec cette idée d'interopérabilité, qui est un fondement qui me semble être nécessaire dans la pensée des plateformes coopératives aujourd'hui, avec la techno solide, mais que tout le monde n'utilise pas, mais qui va commencer à devenir une norme, je l'espère. Et donc tout ça pour dire que pour les tiers-lieux, déjà, la première base, à mon sens, parce que moi aussi, je gère une ruche, etc., et on s'intéresse beaucoup à tous ces enjeux-là, mais comment on arrive aussi à communiquer ensemble, je crois que c'est déjà la première chose. On est tous sur WhatsApp, on est tous sur… on peut se dire ce qu'on veut, Rocket Chat, etc., mais concrètement, on est tous sur les plateformes américaines pour communiquer ensemble. Comment on arrive déjà, ce premier échelon de communication à le mettre en œuvre pour qu'on fasse de la transition tous ensemble, plutôt que de devoir en effet se rassembler constamment, mais de pouvoir travailler les uns avec les autres avec des plateformes de communication interopérable. Donc hubble.world, c'est la plateforme et on encourage tous les tiers-lieux de France à s'y mettre, à créer leur instance et à pouvoir en effet s'interconnecter pour qu'on puisse travailler ensemble quotidiennement. Très bien. Donne-moi ta carte. Je te donnerai les contacts des gens qui gèrent ça en France. Okay. Je ne suis qu'un représentant, un humble représentant. Donc je profite de cette parenthèse publicitaire pour dire que Hubble sera… Il y avait une question avant. Hein. Je fais aussi la pub. Donc Hubble sera fera partie des ressources qui seront présentées les 5 et 6 novembre en ligne dans un événement qu'on a appelé Ressources et vous. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, jeudi matin, le 5 novembre, Hubble sera présenté, on communiquera les liens en ligne. Si quelqu'un d'autre veut vendre quelque chose, c'est le moment parce qu'après on referme. Non mais il y avait une question. Il y avait une question sur le financement des institutions. Je sais qu'il y a certains représentants dans la salle. Et comment vous, entre plateformes aussi, vous communiquez aujourd'hui?
Sur le financement, alors je vous renvoie vers le rapport où c'est la plus grosse partie du rapport, c'est sur forcément les financements. Alors pour faire assez rapide, il y a deux sujets dans le financement. Il y a le financement de l'investissement ou le financement de l'exploitation. Pour financer l'investissement au départ, ça demande des grosses impulsions parfois. Alors il y a pas toujours, parce que Coop Cycle montre qu'aussi en mettant du temps et de l'énergie, on n'a pas besoin de lever des millions pour faire quelque chose qui fonctionne. Il n'en reste pas moins qu'il y a pas mal de plateformes qui galèrent et qui pourraient tomber juste parce que les fondateurs s'épuisent au bout d'un moment. Donc, comment on fait pour financer l'investissement au départ? Alors, on travaille avec des acteurs publics qui s'intéressent au sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le modèle dominant, c'est quand même pas mal celui de la start-up avec un investissement à court terme, rentable à court terme, ou alors pas rentable, mais dont on espère qu'on va se faire racheter ses parts par la suite et qu'on va faire x10. Le problème, c'est qu'on ne peut pas racheter les parts d'une coopérative, donc problématique, et on ne peut pas non plus espérer avoir une rentabilité à 12% avec une plateforme coop, parce que le but, c'est d'avoir une rentabilité limitée sur un petit territoire, de faire un archipel de plateformes rentables. Alors, il n'en reste pas moins que des acteurs comme la Caisse des dépôts, la Banque des territoires commencent à, de nouveau, on va dire, parce que c'était quand même leur métier à la base, de financer des projets d'intérêt général. Donc là, ils se disent que la BPI et la Startup Nation, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du développement sur le numérique, donc ils commencent tout doucement, frileusement, à mettre en place des outils. Donc, il y a des outils, il y a notamment pour les tiers-lieux, la Banque des territoires commence à financer des SIC pour le foncier des tiers-lieux, on l'a vu, donc ils essayent de le faire aussi pour des plateformes numériques. Donc, il y a une discussion. Le problème, c'est que c'est très risqué pour des acteurs qui ont une doctrine, malheureusement comme la Banque des territoires aujourd'hui, parce qu'ils veulent sécuriser l'investissement, parce qu'ils considèrent que c'est l'argent des Français. L'argent de la Caisse des dépôts, c'est votre livret A, donc forcément, une plateforme numérique, c'est un marché qui a de fortes chances de se casser la gueule. C'est de l'open source, on ne peut pas revendre le code derrière. Donc, pour eux, c'est risqué. Donc, ils veulent rentrer dans le conseil d'administration. Sauf que quand on rentre dans une SIC, un homme égale une voix. Donc, même si on est dans un collège majoritaire, c'est quand même pas dingue pour prendre les décisions à la place des entrepreneurs. Donc, il y a du prêt qui existe, du quasi-fonds propre. Ils peuvent quand même prêter pas mal d'argent sur 7 ans à des taux de 6 ou 7%. Ça existe. Par ailleurs, il y a les acteurs de l'ESS qui commencent aussi à se réveiller, qui n'étaient pas hyper intéressés par l'économie numérique jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Coop Ventures qui a mis du temps à se créer, mais qui maintenant existe. Sur un petit périmètre, ils ont moins de 10 millions d'euros et c'est un peu pour l'instant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais quand même, il y a un soubresaut. Donc, il y a une dizaine de millions d'euros là qui est dispo pour des coopératives numériques. Donc, ça commence. Et nous, ce qu'on pousse là avec la coop des communs, c'est que sur ce sujet-là, les acteurs de l'ESS qui financent l'ESS mutualisent. C'est des choses qu'on faisait dans les années 60, qu'on savait faire, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, de faire de la mutualisation de risque, de faire des fonds de garantie pour qu'en fait, on puisse mutualiser le risque et investir dans les projets numériques ESS. Après, il y a le financement de l'exploitation. Ça, c'est un autre sujet. Donc là, ça passe peut-être plus par les collectivités territoriales, soit le modèle Mobicoop, qui est une autre plateforme coopérative qui fait du covoiturage. Mobicoop, ils vendent une marque blanche pour que les collectivités mettent en place du covoiturage avec le logo de leur collectivité dessus. C'est ça qui permet de financer tout le reste. Et ça, c'est peut-être un modèle à réfléchir parce que les collectivités, elles ont besoin d'outiller la résilience de leur territoire aujourd'hui, surtout post-Covid. Et donc, pourquoi pas dupliquer ce modèle Mobicoop alors j'en sais rien, Coop Circuit soit capable de dire, bim, il y a la plateforme de circuit court de Lamel. C'est le logo de Lamel dessus. On a payé Coop Circuit pour ça et ça permet de financer tout le reste. Ça, c'est une solution. Ça peut être de l'argent de l'État qui veut aller financer des collectivités pour faire ça. Pourquoi pas, c'est à discuter. Ou alors, on peut financer les utilisateurs. Je le disais tout à l'heure, pour la médiation numérique, il y a des passes numériques. C'est de l'argent public qui est donné aux utilisateurs via des petits chèques pour qu'ils aillent se former au numérique et dépenser de l'argent dans des lieux de médiation qui, par ailleurs, sont soit déficitaires, soit en bénévolat, soit au bord de l'épuisement, etc. On pourrait, pourquoi pas, inventer ça aussi pour financer un comportement éthique numérique, dire, OK, on a besoin que nos commerçants puissent vendre sur des plateformes click and collect, pour faire en sorte qu'ils utilisent des plateformes plutôt locales. Pourquoi pas filer un chèque numérique aux consommateurs pour faire en sorte qu'ils aient 10 balles à dépenser sur la plateforme locale plutôt que de passer par Amazon. Voilà, donc il y a plein de moyens qui sont proposés, mais c'est le début, c'est émergent. Le mot de plateforme coopérative, pour l'instant, il n'est pas connu. Donc c'est aussi là un message pour les plateformes. Je pense qu'il faut
il faut faire front ensemble, il faut faire de ce terme de plateforme coop un mot politique et il faut s'en saisir comme d'un objet. Et les tiers-lieux sont indispensables là-dedans parce que si les tiers-lieux qui eux-mêmes sont des objets politiques aujourd'hui, toutes les collectivités veulent des tiers-lieux, si les tiers-lieux identifient les plateformes coop comme un outil important pour avoir un impact territorial, et donc le réclament quelque part et s'en font les fers de lance, ça permettra de faire passer le message et de faire en sorte que l'objet se développe. Ok, est-ce que la remarque que tu veux faire est encore sur cette partie, comment on finance? Vraiment en 1 minute, oui. Ouais. Oui, parce que je voulais utiliser le mot politique 10 secondes avant que tu l'utilises. Donc en fait, attends, je me suis perdue. Il y a deux façons de rendre une activité économique compétitive. Comment dire? Par exemple, dans le milieu de l'alimentation, si on veut organiser une régulation au niveau national, européen ou international, on peut soit taxer les effets négatifs, la pollution, le ravage de ce que ça fait sur les travailleurs, etc. On peut soit les taxer, les dissuader d'avoir des comportements et des activités comme ça, soit soutenir des activités qui ont des externalités, comme on dit, positives. Les deux. Voilà, et ben, soit les deux. Le compte n'y est pas actuellement. Pour soutenir les activités à impact positif, clairement, le compte n'y est pas, on voit bien, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et donc, je crois fondamentalement qu'il faut, en plus d'aller faire du plaidoyer et de la politique et de se structurer entre nous, il faut un mouvement de fond aussi citoyen qui fasse pression, qui se mobilise, qui se mette en marche et qui interviennent sur les territoires, qui prennent en main les outils et que ça fasse un peu masse pour que les personnes qui sont en charge de la régulation, nos politiques et les financeurs qui interviennent aussi sur l'économie puissent réorienter leurs grandes décisions pour aller soutenir davantage les activités à impact positif. Hyper concret, il y a des financeurs qui sont aussi dans la salle. Pourquoi est-ce que dans les plans de financement des tiers-lieux, il n'y aurait pas une partie fléchée sur les plateformes coop, par exemple? Il y a 3 fois 50 000 euros pour une fabrique de territoire. Pourquoi il n'y aurait pas 1000 par an qui seraient fléchés sur l'utilisation d'une plateforme coop, pareil dans la MEL? Aujourd'hui, il y a des collectivités qui, dans le cadre de leur dispositif, souvent des appels à projets, ils essayent de faire mieux, mais ça prend un petit peu de temps. Dans le cadre d'appels à projets, ils incitent les tiers-lieux où ils disent on vous donne un montant pour investir, pour vous émerger, pour vous consolider. Par contre, vous devez reverser une partie au réseau, au commun, aux ressources, etc. Sauf que ce n'est pas suffisant non plus, encore une fois pour les mêmes questions de coopérative, c'est que si les lieux, on leur dit vous devez faire du commun et qu'ils ne sont pas accompagnés pour le faire, en général, ça ne marche pas très bien. Et donc, il faut aussi que les acteurs des territoires et les acteurs des tiers-lieux qui sont plus en avance sur ces questions de mutualisation des ressources puissent accompagner les autres acteurs de leur territoire à le faire. Et la dernière, si on veut boucler le côté financement, vaste question, merci Aurélien, sur le côté financement, en attendant que les électeurs et les élus regardent la visio de cet atelier puis fassent évoluer leur mode de décision, la solution la plus rapide, c'est le co-investissement. Ça veut dire que tu as évoqué tous les canaux extérieurs et finalement, il faut aussi un peu qu'on se prenne en main quand les canaux extérieurs tardent à venir et se dire, OK, on est sur un territoire, on veut mettre en place une plateforme de livraison de circuits courts. Qui est concerné? Donc, les consommateurs, les agriculteurs, peut-être les points de vente, peut-être les réseaux de tiers-lieux qui traînent par là, que ça intéresse. Bon, on se met autour de la table et on dit, on a combien à mettre dans ce projet territorial? Généralement, ça fait un petit budget pour commencer à former les gens, à installer, à se rémunérer pour le travail d'installation, etc. Nous, c'est ce qu'on appelle co-investissement. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler sur des ressources comme Docos ou sur Movilab. Voilà. C'est encore un autre moyen de faire qui est un peu plus rapide, qui permet généralement pas de lever des millions. Et puis, vous pouvez passer 5 jours de travail pour lever 5 000 euros. Bon, mais c'est une base pour commencer à travailler et se payer pour ce travail. Est-ce qu'on peut clôturer ce côté financement, basculer rapidement, parce qu'après, il faudrait aussi dire les difficultés. On n'a pas tout évoqué en difficulté. Il y avait quand même une question sur comment vous communiquez, comment vous travaillez, comment vous collaborez entre plateformes aujourd'hui. Est-ce quels sont vos espaces de travail, vos modalités de faire communauté des communautés? Est-ce que ça existe ou pas? Il y a la plateforme en commun, un petit peu. Alors après, les plateformes en commun, c'est tout petit et c'est pareil, c'est des contributeurs à droite à gauche. Donc, on a quand même
des groupes interplateformes de temps en temps. Il y a le forum des plateformes coopératives les 1er et 2 décembre à Paris, à la Bourse du Travail, où la plupart seront aussi en ligne pour aborder ces sujets-là. Voilà, il y aura la première promotion d'un espèce d'incubateur de plateformes coopératives d'ailleurs qui sera présent, qui est issu d'un MOOC international qui s'appelle Platform Coop Now, où en fait c'est le consortium mondial qui a dit ok, c'est le Covid, on a besoin de plateforme coop, donc on se met tous en réseau et on fait un grand MOOC là-dessus. Donc voilà, plateforme en commun, les rencontres interplateformes, le forum. Des événements comme ça. Des événements comme ça. Très bien. Et Simon a proposé d'afficher un petit schéma qui matérialise finalement ce qu'on appelle le co-investissement. Et donc, on voit qui a investi de l'argent. Ce n'est pas donner de l'argent, c'est investir de l'argent dans des ressources dans lesquelles ils croient ou des ressources dont ils ont besoin. À gauche, les différents acteurs qui ont investi des sommes financières dans des ressources. Et à droite, les gens qui ont travaillé pour améliorer, déployer, développer, communiquer, diffuser ces ressources et qui se sont donc rémunérés sur cet argent-là pour réaliser ce travail. Donc, c'est ce qu'on appelle du co-investissement. Et finalement, si vous voyez les montants, ils sont assez faibles. Movilab a réuni 12 000 € depuis février. Le cahier d'activité et Docos environ 9 000 € depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est des montants faibles. Et finalement, parfois, ces ressources-là, Movilab, on n'a pas besoin de 100 000 € pour relancer une dynamique. 100 000 €, c'est gros. Donc, pour relancer une dynamique, 10 000 €, c'est bien. Sauf qu'il y a certains acteurs financiers qui veulent nous soutenir, mais quand on leur dit on a besoin de 10 000 € pour commencer, ils disent non, moi, je ne peux pas. En dessous de 100 000 €, je ne donne pas. Et finalement, il y a des montants, quand vous voulez lancer des communautés ou commencer à faire émerger quelque chose, si vous avez 100 000 € tout de suite, ça va être plus dur à gérer, votre communauté. Parce que les gens vont dire je peux me rémunérer 5 000 € la journée, il y a de quoi faire. Donc, parfois, c'est mieux d'avoir 10 000 € pour commencer. Et dans ce cas-là, il y a des financeurs qui vont vous dire 6 mois d'administratif, 3 copiles et 45 tonnes de papier pour lâcher 10 000 €, autant aller vendre des merguez, ce sera plus rapide. Donc, le co-investissement pour des petits montants pour impulser est peut-être plus pratique que des grands financements d'institutions. Voilà. Bon, Pour compléter, je pense que c'est pas que la question de réussir à avoir des petits montants au début. Là, on a des petits montants aussi parce que culturellement, on arrive sur une pratique, je ne sais pas d'ailleurs, à ton avis, elle a dû exister avant, qui est la pratique de la mutualisation et de se dire, en fait, on est plein de tiers-lieux, on est 1000 tiers-lieux. Moi, je me balade souvent dans les tiers-lieux et je vois à chaque fois tous les tiers-lieux, ils investissent soit du temps en homme à essayer de produire des logiciels de gestion comptable, soit ils payent des plateformes 2 000 à 3 000 € par an. Et on se dit, à un moment donné, on met tous cet argent-là en commun et on met en place des solutions communes partagées, costauds. Et c'est parce que cette pratique-là de la mutualisation, on est, à mon sens, encore vraiment à un niveau d'incapacité de mutualisation, qui fait qu'en effet, un gros qui arrive, lui, il met tout de suite 1 million et pouf, il a sa solution et il prend le marché. Alors qu'en fait, le million, on l'a largement entre tous les tiers-lieux quand on voit la thune qu'on met à disperser sans réfléchir et sans mutualisation entre nos espaces. C'est un peu l'idée aussi de cette démarche-là, c'est de commencer à montrer qu'en fait, si on commence à se réunir entre petits, on a largement les capacités, on n'est pas obligé d'aller après courir partout, motiver les institutions publiques qui ne comprennent rien à ce stade. On va y arriver un jour, mais c'est aussi une modalité de faire. Et bien sûr, il faut motiver l'institution publique et un jour, on arrivera à les faire financer ces plateformes. Est-ce que c'est sur cette question-là? Non, j'ai oublié de dire quelque chose sur le dialogue avec les autres plateformes. Ouais. C'est qu'en fait, à Open Food France, l'association a initié une démarche avec les autres plateformes de vente en circuit court que vous connaissez peut-être, La Ruche qui dit oui, Cagette, etc. Enfin, il y en a quand même plusieurs sur le marché. Et donc, on a une autre association qui s'appelle le Data Food Consortium et dont l'idée est de rendre interopérables les plateformes entre elles. Donc, interopérable, c'est un gros mot, j'en suis désolée, mais en fait, c'est très concret. C'est qu'un producteur ou une boutique puisse mettre son catalogue sur une plateforme et pouvoir le diffuser et qu'il soit à jour, les stocks, les prix, etc., sur les autres plateformes. Et donc, ça, c'est un vrai projet d'intérêt général, entre guillemets, et l'association Open Food France peut se le permettre parce que c'est une association et elle déploie ça en mettant autour de la table toutes les plateformes dans tous leurs modèles, aussi différents soient-ils. Je voulais le préciser parce qu'on essaye quand même d'aller vers un truc qui soit mutualisé pour faciliter la vie des circuits courts, des organisateurs de circuits courts et des producteurs qui vendent en circuit court. Très bien. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, je voulais quand même prendre un petit peu de temps. On a beaucoup évoqué la SIC.
j'aimerais bien de savoir, est-ce que les utilisateurs de plateforme et les consommateurs ont besoin de savoir pourquoi c'est des SIC qui déploient des services et pourquoi c'est intéressant ce format SIC. Et en tout cas, en termes de témoignage, c'est que moi, donc, je suis contributeur à la compagnie. Et donc, dans le cadre de cette contribution, je fais la pub de ces plateformes-là. Et finalement, si je fais la pub auprès des tiers-lieux de plateformes comme ça, d'acteurs et de docos, c'est que finalement, je vous fais confiance parce que je n'ai pas d'intérêt à gagner, je ne suis pas payé par ces plateformes-là pour le faire. Donc, je crois en cette plateforme-là et j'arrêterai de faire de la pub pour les plateformes à partir du moment où elles commenceront à avoir des comportements douteux de captation de la valeur. Et donc, est-ce que la SIC permet de maintenir cette confiance-là ou pas forcément? Et pourquoi je vous fais confiance finalement? Voilà. Et si on peut faire un focus sur la SIC et pour répondre à cette question, je ne sais pas qui veut commencer sur cette question de la SIC. Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est à côté de la question de la confiance? Je peux dire un mot dessus si tu veux. Alors, la SIC, c'est pas un absolu en soi. Il y a énormément aussi de débats dans la communauté sur le fait que ne pas restreindre les plateformes coop au statut coopératif à celui de la SIC. Et notamment, émerge là l'idée de l'associativisme de plateforme. Bon, bref, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est émergent, qui se cherche un peu. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher dans les statuts de l'économie sociale le fait de maintenir la valeur dans la communauté. Et ça, en fait, c'est garanti par les statuts de l'économie sociale. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la coopérative. La coopérative parce qu'il y a derrière les réserves impartageables. Donc, quand on fait de l'argent avec ça, on en réinjecte une partie dans l'outil de production. Ça fait partie des statuts. On garantit un homme égale une voix, donc une personne égale une voix. Donc ça veut dire que quelle que soit la personne juridique qui rentre dans la plateforme, elle n'a qu'une voix. Alors après, la SIC permet d'équilibrer en fonction de collèges qui sont pondérés. Donc c'est aussi un peu plus fluide pour permettre notamment à des investisseurs qui veulent rentrer d'avoir une voix, des collectivités territoriales qui ne verraient pas l'intérêt d'avoir juste une voix parmi 1000. Donc là, de dire, vous rentrez dans un collège des collectivités, donc vous avez un peu de poids. Voilà, la SIC, ça permet de salarier au nom de l'intérêt collectif. C'est ça la base du truc. Donc ça paraît pas mal pertinent. Après, c'est pas un absolu en soi. Les modèles sont quand même, on le voit, CoopCycle, c'est une asso encore. Et en fait, c'est beaucoup des modèles fédératifs qui émergent. C'est-à-dire, en effet, il peut y avoir une asso qui porte le logiciel, une coopérative qui porte le modèle économique à côté, avec une convention entre les deux. Parfois, il y a une coopérative à un niveau national ou européen qui, derrière, va interagir avec des structures locales qui sont associatives, coopératives, qui parfois sont aussi des entreprises d'économie sociale. Par exemple, on n'a pas parlé, mais il y a les oiseaux de passage qui c'est une coopérative pour le coup, qui font un Airbnb coopératif. Eux, ils proposent la solution et derrière, ils s'appuient sur des collectifs locaux qui ne sont pas forcément des coop. Mais en fait, ils font en sorte que ce soit des collectifs locaux qui louent leur appart et qui proposent des expériences aux voyageurs. Et donc là, il y a un mix en fait à trouver entre les juridiques. Mais en tout cas, le fait même de la coopérative, ça permet de maintenir l'esprit commun parce qu'on fait en sorte que la communauté, elle soit décrite. Il y a un dedans, il y a un dehors. On est dans la communauté ou on n'est pas dedans. Et on garantit… Ah oui, une coopérative, ça ne peut pas être racheté. La France a quand même mis là 7 milliards dans l'économie numérique, dont X, je ne sais plus, je crois que c'est 1 ou 2, juste pour renflouer la French Tech, pour s'assurer que nos fleurons ne vont pas se faire racheter post-Covid, parce qu'ils sont tout faiblards. Et si les fleurons de la French Tech étaient portés par des coops, la souveraineté numérique, là-dessus, on est peinard, parce qu'on ne peut pas racheter une coopérative. Donc, si l'État était rentré dans toutes ces cycles-là, c'est pas… Petit complément, la spécificité de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, c'est le multisociétariat par rapport aux autres coopératives. Donc, ça veut dire multisociétariat, ça veut dire qu'on implique toutes les catégories de bénéficiaires ou d'utilisateurs du produit ou du service, de l'activité qu'on mène. Donc, c'est l'avantage d'un meilleur travail en commun, gouvernance du commun, etc. Pour compléter, la SIC va être très pratique sur la gestion commerciale, mais des structures qui n'ont pas spécialement d'activité commerciale ne vont pas vraiment avoir besoin d'une SIC. C'est presque un outillage trop costaud. Ça va dépendre, mais je prends l'exemple aujourd'hui dans les 1000 sites internet les plus utilisés au monde, il n'y en a qu'un qui est relativement proche de un ou deux, il faut faire la liste exacte, mais il y en a 2-3 qui, voilà. En gros, il y a Wikipédia,
Wikipédia, c'est juste une asso avec une communauté de contributeurs. Et en fait, c'est d'abord la communauté de contributeurs qui est la valeur. L'asso, elle est toute petite. Elle ne s'appelle même pas Wikipédia, c'est Wikimedia Foundation et les antennes locales. Mais ça vit sans structure, en fait. Et c'est le choix qu'on a fait, par exemple, pour Movilab, où on aurait pu créer une asso, mais on s'appuie sur une asso existante, là, en l'occurrence, la compagnie, pour relancer le projet. Et la communauté Movilab, elle vit d'elle-même. Elle n'a pas besoin même de structure juridique à ce stade. Donc, voilà, il y a des choix à faire. C'est ce qu'on voit du coup, en tout cas dans le projet Open Food. Vous avez un choix entre finalement la SIC pour l'activité plutôt commerciale d'accompagnement et de vente avec le 1% quand on utilise la plateforme. Et puis une asso pour le logiciel qui n'a pas la même démarche de commercialisation, parce que vous ne commercialisez pas le logiciel en tant que tel. Et donc, l'asso est bien adapté. Enfin, voilà, donc, oui. Ok. Merci beaucoup. Une question rapide, qui nous restera après 5 minutes pour dire quelles sont les autres difficultés. C'est peut-être une contribution. Oui, très bien. Je vais revenir sur un sujet qui a fait pas mal de temps de discussion tout à l'heure. C'était sur la question de la relation des plateformes avec leurs usagers et des usagers des plateformes entre eux. Ouais. Voilà. Donc, ça rejoint l'intervention de monsieur. Voilà. J'ai découvert, j'ai pas découvert, je cherche beaucoup, je fais le tri des outils, voilà, je gère moi-même mes serveurs d'hébergement et je cherche quoi installer dessus pour mon projet personnel de tiers-lieu. Et dedans, dans mon projet, il y a de la gestion de connaissances. Et donc, j'ai éliminé, j'ai essaimé les salons, Internet, etc. Et j'ai fini par trouver une solution que j'ai pas fini de tester, qui s'appelle Tracim. Ce sont des Français. Et la configuration est bien différente des plateformes de gestion de connaissances qu'on trouve habituellement. Et on fait ça par briques, etc. C'est très intéressant. Donc, je me demandais si vous connaissiez Tracim, d'une part, et si je pouvais les inviter à faire une présentation, enfin leur dire qu'en novembre, c'est une plateforme collaborative et qui permet d'échanger de façon très, très pratique le travail en équipe et la gestion de connaissances en dehors des clous des gros. Voilà. C'est quoi les gros? Parce que je ne vois pas ce que c'est. Knowledge Plaza, pour en citer qu'un. Parce que ça y est, je les ai oubliés. Moi, je suis allé dans le salon. Un wiki, quoi. Oui, un wiki, si tu veux, mais c'est de la gestion de connaissances. Knowledge management. Quelqu'un connaît Tracim? Alors, pas Tracim, mais sur le sujet, il y a Coopédia qui commence à se lancer et qui utilise des outils qui ont été mentionnés par Aurélien. Donc, derrière, c'est les standards solides qui ont l'air d'émerger comme les standards qui vont permettre l'interopérabilité entre les plateformes. Alors, il y a débat parce qu'un standard, c'est forcément un standard parmi plusieurs avant que ça devienne le standard. Mais en tout cas, celui-là, il est mis en avant par le W3C, la fondation de Tim Berners-Lee, le fondateur. En fait, je suis juste venu lâcher un nom, Tracim, pour voir si ça peut faire contribution. On regardera, nous on est un peu sur l'étape. C'est vrai que pour l'instant, on est sur les wikis, sur un peu l'étape précédente. C'est déjà mettre les connaissances quelque part, et après on verra comment on les gère. Mais on va regarder Tracim. TRACIM. Oui, TRA, CIM, mais je ne me rappelle pas s'ils se définissent comme wiki ou pas. Enfin, on regardera. Très bien. Moi, je connaissais Outline. C'est un truc qui... Outline. Ça fait comme un Notion. Tu connais Notion? Non. Notion, tu devrais essayer. Mais bon, c'est pas un truc. Et c'est rare que je choisisse, dans mes recherches, c'est rare que je choisisse des outils français parce que quand je cherche la performance, la plupart du temps, je trouve des choses anglo-saxonnes, etc. Et je m'assure qu'elles sont traduisibles en français. Voilà. Mais là, pour le coup, Tracim, c'est français. D'accord. Merci. Donc, il nous reste quelques minutes. Est-ce que nous avons convaincu tout l'auditoire qui n'attend qu'une chose, c'est de créer des plateformes de circuits courts en vélo avec un ERP pour gérer tout ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages à leur passer en leur disant oui, vous allez les installer, c'est sûr. Mais faites attention méfiez-vous ça va prendre plus de temps que vous pensez. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire? Parce qu'on a quand même évoqué un certain nombre de difficultés, de limites et de besoins de temps, de contribution sur les territoires. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées? Après, il y a peut-être, je ne sais pas si c'était le… Plus fort. J'avais l'impression que c'était le truc final, je parlais de difficultés, mais
C'est une difficulté à faire ce genre de projet en général, non? On est d'accord? Exactement. Si on s'intéresse aux utilisateurs des services, des outils, etc., il nous reste quelques minutes pour leur passer un message. Et je pense qu'on les a déjà chauffés pour qu'ils le fassent. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés, des choses qu'il faudrait qu'ils sachent avant de se lancer dans l'aventure de l'activation territoriale avec ces plateformes-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses à leur dire avant qu'on se quitte? Ah d'accord, mais je pensais que c'était les difficultés à mener un projet du type qu'on fait et que c'était lié justement à difficultés de trouver. Non, c'est plutôt pour les utilisateurs. J'avais pas compris. Y allez pas seul. Ouais. Y allez pas seul. Si vous voulez lancer un projet comme ça, essayez d'une part de contacter la plateforme pour voir comment elle peut vous accompagner, mais aussi de voir avec le réseau de tiers-lieux, avec la CAE du coin, pour voir comment faire coalition et faire en sorte de vous faire accompagner sur l'ingénierie, parce que en vrai, c'est pas si facile que ça. On l'a vu quand pendant le Covid, on a mis en place Open Food dans des tiers-lieux de Damel. Bon, c'est quand même, il faut quand même passer un peu de temps pour configurer le truc, faire en sorte que la personne en face devienne autonome sur le truc, même si les formulaires, enfin les guides utilisateurs sont super bien faits. Voilà, donc y aller seul, ça peut être un danger de se décourager aussi. Donc assurez-vous d'y aller en meute pour assurer le succès du truc, quoi. Ouais, c'est un point qu'on n'a pas peut-être suffisamment dit, c'est qu'en effet, quand la plateforme, vous l'avez prise en main, configurée, le travail ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est un projet de territoire qui est vivant. Si vous faites des circuits courts, il y a une relation avec des producteurs, il y a peut-être une relation avec des livreurs. Et donc, il ne suffit pas de configurer pour qu'ensuite tout le monde s'en saisisse. Donc voilà, c'est de se dire, si vous voulez créer de la valeur sur votre territoire, la configuration et la prise en main de l'outil, ça va être une étape, plus ou moins agréable en fonction des profils. Mais ensuite, il y a du travail d'animation territoriale pour faire vivre cette création de valeur-là via l'outil. Okay. Et de com local aussi, on le voit avec les endroits dans lesquels il y a CodeCycle qui tourne un peu depuis peu de temps. Bon, bah voilà, pour faire monter le nombre de commandes, ça prend un peu de temps, un peu d'effort. Faire de la com, c'est pas juste en cliquant sur le bouton et ça y est, c'est en ligne que les utilisateurs se ruent dessus. Après, on rentre dans des logiques de projet numérique classiques. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors déjà, est-ce qu'il y a des appels au secours déjà? Non. Personne se noie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à transmettre pour des gens qui veulent se lancer? Avec ma casquette CAE, il y a la question des personnes qui sont prêtes à passer du temps. Il y a des modalités qu'on construit de comment on arrive à rémunérer des gens dans des projets collectifs. Et c'est vrai qu'avoir une modalité qui permet aux gens de se dire il y aura peut-être une possibilité de rémunération en prenant peut-être 10% ou 15% sur l'achat groupé, enfin comme fonctionne pas mal d'achats groupés, mais du coup de permettre aux gens qui vont s'impliquer de se partager cet argent-là, d'avoir des modalités de revenus pour ceux qui s'impliquent et créent ces services-là sur votre tiers-lieu, c'est assez important si vous voulez maintenir la chose dans la durée. Et mon deuxième point, ce serait de réveiller les futures plateformes, parce qu'on a une infinité de plateformes, en tout cas de ressources communes à consolider pour faire vivre nos tiers-lieux, et pour l'instant, on ne sait pas encore bien le faire. Et alors qu'il y a plein de demandes partout, que chacun développe ses trucs dans son coin. Je pense un truc tout bête, c'est plusieurs fois que j'entends des gens qui lancent des bricothèques, mais il y a peut-être une plateforme de gestion de bricothèques à construire, parce que c'est quand même compliqué de gérer de la location de machines dans un tiers-lieu, et chacun bidouille des trucs sur des tableurs Excel, enfin bon, ou de monnaie interne à un tiers-lieu, ou de location de véhicules à partir de ce tiers-lieu pour que je commence à faire du partage de véhicules dans les quartiers. Enfin, il y en a une infinité, mais il faut qu'on les réveille, et donc n'hésitez pas à mentionner vos explorations sur le forum pour que d'autres se rejoignent et consolident des trucs comme ça. Sur les locales, France Barter. C'est le premier appel à co-investissement. Donc, si vous voulez commencer à investir dans une solution de bricothèque, il vous suffit de glisser un billet dans la poche de Simon Sarrazin. Au début, ça fonctionne comme ça. Après, on formalise un peu. Mais il faut que ça parte à un moment, quoi. Donc, voilà, le co-investissement se passe Parlez-en sur le très forum. bien. Voilà, après, ça peut être via des forums. On peut commencer à se réunir et voir est-ce qu'on est capable d'investir ensemble et d'atteindre une première masse pour pouvoir commencer à bosser et puis rémunérer les pilotes qui vont s'occuper de développer ça. Il faudrait qu'on co-investisse une solution de co-investissement. L'année prochaine. J'ai un dernier petit point, moi, ça va peut-être refroidir l'auditoire, mais... On trouvera pour On a coupé le micro. Ouais, c'est peut-être pour finir. Non, mais je vais peut-être avoir du mal à l'exprimer parce que en même temps, moi, c'est la première fois que je rentre vraiment là de plein pied à l'intérieur de la construction d'un projet coopératif.
Je trouve qu'il y a un risque avec cette gouvernance horizontale où tout est très, très partagé, il n'y a pas de chef et beaucoup de gens ont la main sur les outils. Du coup, ça implique de documenter beaucoup ce qu'on fait, de partager, de débattre. Et il y a un peu un petit stress, voire un gros, qui peut naître de ne pas suivre en fait les débats, parce que du coup, il faut suivre l'avancement des projets, savoir se positionner le moment venu, pour pas rater d'informations. Donc cette gouvernance horizontale, elle peut susciter un peu de stress aussi. Il n'y a pas de solution idéale pour faire de la gouvernance démocratique. Mais là, j'avais un petit point d'attention que j'ai un peu de mal à exprimer. Mais on pourra en reparler à plateforme en commun et puis on trouvera des solutions. Mais voilà, des fois, on est devant une masse d'échanges et de collaboration qui peut faire qu'on soit un peu perdu. En plus, il faut du temps pour s'investir dans tous les trucs dans lesquels on veut s'investir, dans son AMAP, C'était très clair. Il y a d'ailleurs une plateforme qui s'appelle Les Jardiniers du Nou, dans laquelle on retrouve énormément de ressources pour la gouvernance partagée. Ah oui, j'irai voir. Merci Alexandre. Une plateforme de centralisation des outils de formation. Les Jardins du Nou. Les Jardiniers du Nou. Les Jardiniers du Nou. Oui. Très bien. Donc, le point de vigilance, c'est que vous soyez en train d'administrer ce type de service où vous développiez de la création de valeur sur les territoires de manière commune. Vous allez devoir, si ce n'est pas déjà le cas, avoir des changements de pratiques collaboratives pour ne pas faire face à trop de difficultés, comme celle que tu évoquais, d'avoir une sorte de stress de rater quelque chose ou de burn-out de participation à toutes les instances pour être sûr de pouvoir se positionner et pas de décrocher. Je pense que les collectifs qui travaillent depuis longtemps dans des modalités comme ça, très horizontales et très décentralisées, ont trouvé des façons de faire diminuer ce stress-là, des pratiques de documentation, de journal de bord, de transparence qui permet à quelqu'un de s'investir au moment où il veut s'investir parce qu'il a accès à la connaissance pour le faire. Il a les pratiques pour pouvoir rentrer dans le travail rapidement. Et là, nous, par exemple, sur le territoire lillois, on se pose beaucoup de questions aussi sur quand je veux me retirer, comment je fais. Parce que sur des trucs très collaboratifs, coopératifs, OK, vous vous dites, je vais lancer une plateforme de court-circuit. Pendant 3 mois, vous êtes à fond parce que vous comptiez faire ça. Puis 2 mois et demi plus tard, il se passe un événement, quel qu'il soit, et vous dites, j'aimerais bien me mettre en retrait, arrêter de piloter ça. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est là que les problèmes de burn-out ou les risques psychosociaux peuvent se présenter parce que vous avez créé beaucoup d'attentes. Vous êtes en pilotage ou en animation de communauté, vous avez envie de vous retirer. Donc ça, c'est les questions qu'on essaie d'explorer en ce moment au sein des écosystèmes lillois, parce qu'on voit qu'il y a des allées et venues, et c'est normal, et c'est très bien, justement. C'est même plutôt positif. Parfois, quand quelqu'un est trop là, ce serait bien que parfois qu'il parte un peu. Et il faudrait que j'y aille. Et voir comment on peut faciliter ça, et c'est très intéressant. Donc, en effet, c'est un gros risque, il faut faire attention. Mais je pense qu'on peut inventer des modalités d'atténuer ce stress-là et de faciliter ce travail en collaboratif. Ce qui n'empêche pas qu'on assume de prendre plus de temps parce que cette gouvernance et ce travail collectif fait que ça prend plus de temps qu'une start-up à 3 et 5 millions. Très bien, nous avons 1 minute de retard. Je m'excuse au nom des protocoles d'animation du monde entier. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde dépasse de 15 minutes, donc je ne vois pas pourquoi nous on respecterait le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, on respecte le temps. Cette réunion était... C'est une question. J'ai cru qu'on allait tenir le timer. Charlotte, est-ce que tu peux t'asseoir ici? C'est une invitation. Nous sommes invités à aller participer à une photo collective dans la grande salle. Donc, avant que tout le monde se disperse, je vous invite à prendre ces quelques minutes pour prendre cette photo. Merci Charlotte. On peut applaudir les intervenants. On peut vous applaudir d'être venus. Donc pour ceux en visio, rendez-vous dans la halle A pour une photo collective.